Le gris de Montreuil avait cette particularité de s'infiltrer sous la peau. Ce n'était pas le gris élégant et perlé des toits haussmanniens de Paris, mais un gris plus brut, plus franc, celui du béton fatigué et du bitume mouillé. En ce matin de novembre, le ciel semblait avoir déversé tout son stock de mélancolie sur la rue de Paris, et le vent glacial qui s'engouffrait depuis la porte de Bagnolet mordait les joues et les mains nues. Camille Morel resserra le col de son manteau usé, un vêtement fidèle qui avait connu des hivers plus doux et des jours plus heureux. Le panneau d'affichage électronique de la station de métro Robespierre clignotait d'un orange résigné. Trafic perturbé. Prévoir un allongement du temps de parcours. Une vague de soupirs collectifs parcourut la petite foule amassée sur le quai. Pour Camille, chaque minute de retard était un petit luxe qu'elle ne pouvait s'offrir. Elle pensait à Madame Dubois, qui l'attendrait au centre communautaire de la rue de Vincennes, son regard bleu délavé fixé sur la porte. Elle lui avait promis d'apporter de la laine pour finir l'écharpe qu'elle tricotait pour son petit-fils. Un retard signifiait une anxiété de plus pour une femme qui en collectionnait déjà bien assez. « Maudit service public !» grommela un homme à côté d'elle, sa voix rauque étouffée par son écharpe. Camille esquissa un sourire triste. Ce n'était pas le service public qu'elle maudissait, mais sa propre incapacité à s'en extraire. À 30 ans, son diplôme en sciences de l'éducation prenait la poussière dans un tiroir de sa commode, tel un trophée d'une victoire qu'elle n'avait jamais pu célébrer. Au lieu de lire des histoires à des enfants aux yeux brillants, elle passait ses journées à prendre soin des anciens, à écouter les récits d'un monde qui n'existait plus, à réparer des solitudes que la société préférait ignorer. Elle aimait son travail, vraiment. Elle aimait la sagesse douce de M. Martin et l'humour piquant de Mme Dubois. Mais chaque soir, en rentrant dans son petit 2 pièces au mur fin comme du papier à cigarette, le rêve non réalisé lui pesait sur le cœur, celui de sa propre école. Une petite structure chaleureuse et bienveillante, ici, à Montreuil. Un lieu où les enfants des mères célibataires, des travailleurs précaires, des familles invisibles pourraient s'épanouir en toute sécurité. Une utopie, lui avait-on souvent répété. Un gouffre financier. Frissonnant, plus de fatigue que de froid. Elle jeta un œil à sa montre. 15 minutes de retard. Elle ne pouvait plus attendre sur ce quai gelé. De l'autre côté de la rue, l'enseigne d'un petit café brillait comme un phare dans la brume matinale. Le relais du matin. Un nom simple, sans prétention. Juste ce dont elle avait besoin. Avec l'argent qu'elle avait, un café était une dépense superflue. Mais aujourd'hui, elle sentait que c'était une nécessité. Une petite armure contre la rudesse du jour qui s'annonçait. Elle traversa la rue, la clochette de la porte annonçant son entrée dans une bulle de chaleur et d'odeurs réconfortantes de café torréfié et de viennoiseries chaudes. Le lieu était minuscule, quelques tables en formica, un comptoir en zinc où le patron essuyait des verres avec une lenteur méthodique. Elle se dirigea vers le comptoir, savourant la tiédeur qui commençait à dégeler ses doigts. C'est là qu'elle le vit. Il était debout, légèrement à l'écart, le dos tourné vers la porte. Il ne ressemblait pas aux habitués du quartier, ces ouvriers en bleu de travail ou ces jeunes pressés attrapant un croissant sur le pouce. Ses vêtements, même froissés, trahissaient une qualité qu'on ne croisait pas souvent par ici. Un long manteau de cachemire sombre, un pull à col roulé dont la maille semblait incroyablement douce. Mais ce n'était pas sa tenue qui attira l'attention de Camille. C'était son attitude. Il semblait perdu. Ses cheveux bruns étaient en désordre, comme s'il y avait passé les mains 1 millier de fois, et une ombre de barbe de plusieurs jours assombrissait ses traits tirés. Ses yeux, d'un bleu profond et intense, fixaient le menu affiché au mur sans vraiment le voir. Il s'avança finalement vers le comptoir. Sa voix, lorsqu'il commanda, était basse et légèrement éraillée. « Un café, un grand noir, s'il vous plaît. » Le patron lui servit le gobelet fumant. L'homme hocha la tête, puis commença à tapoter les poches de son manteau. D'abord calmement, puis avec une urgence croissante. Il passa aux poches de son pantalon, son expression passant de la contrariété à une sorte de panique silencieuse et embarrassée. Il vida ses poches sur le comptoir. Quelques clés, un téléphone portable à l'écran éteint, un mouchoir en papier froissé. Rien d'autre.
Pas de portefeuille, pas de carte. Je crois que j'ai oublié mon portefeuille, murmura-t-il, son regard fuyant celui, impassible du patron. Je suis désolé, Il semblait chercher une solution, une excuse, mais les mots ne venaient pas. Il avait l'air si démuni, si vulnérable. Pas comme un homme riche ayant un contretemps, mais comme n'importe qui d'autre, piégé par une simple erreur dans un monde où sans argent, on n'est rien. Camille observa la scène, le cœur serré. Elle connaissait ce sentiment d'impuissance. La boule au ventre quand on se rend compte qu'on a mal calculé son budget, la petite honte de devoir reposer un article à la caisse. Cet homme, quel que soit son statut, ressentait exactement cela en ce moment. Sans réfléchir, mue par une impulsion qui lui était aussi naturelle que de respirer, elle s'avança. « Laissez, c'est pour moi, » dit-elle d'une voix douce. L'homme tourna la tête vers elle, surpris. Ses yeux bleus, si fatigués quelques secondes plus tôt, s'écarquillèrent légèrement. Il la détailla. Son manteau un peu trop grand, ses joues encore rougies par le froid, la simplicité de son regard bienveillant. « Oh non, je ne peux pas accepter. Je vais trouver une solution, je reviendrai plus tard, » balbutia-t-il, clairement mal à l'aise. « Ne vous en faites pas, » insista Camille en sortant une pièce de 2 € de sa propre poche, une pièce qui aurait dû servir pour la baguette du soir. Elle la posa sur le comptoir en zinc, le son clair résonnant dans le silence du café. Elle s'adressa à lui avec un sourire désarmant. « C'est juste un café. Parfois ça suffit pour que la journée commence un peu mieux. » Elle prit le gobelet chaud et le lui tendit. Leurs doigts s'effleurèrent un court instant. Sa main était glacée. Il hésita, puis accepta, son regard plongé dans le sien, une lueur d'incompréhension et de gratitude se mêlant dans ses pupilles. « Merci, » souffla-t-il. « Vraiment, merci. Comment puis-je vous rembourser ?»« Il n'y a rien à rembourser. Passez une bonne journée. » Avant qu'il ait pu ajouter un mot, elle fit un petit signe de tête au patron et se retourna. Elle ne voulait pas de remerciements prolongés, pas de discussion. Son geste était instinctif, pas calculé. En poussant la porte, le froid la saisit à nouveau, mais elle sentait une chaleur étrange en elle. De l'autre côté de la rue, le feu rouge du métro avait disparu. Un train entrait en gare. Elle courut, traversa et se glissa à l'intérieur juste avant que les portes ne se ferment dans un sifflement. Assise sur un strapontin, le wagon bondé s'ébranlant dans un grondement familier, elle regarda par la fenêtre. À travers la vitre sale du café, elle pouvait encore voir sa silhouette. Il n'avait pas bougé. Il était là, debout, tenant le gobelet en carton comme un objet précieux, le regard fixé vers la station de métro où elle venait de disparaître. L'incident était déjà derrière elle. Une anecdote matinale, une micro-dépense qu'elle oublierait vite. C'est du moins ce qu'elle croyait. Julien Dervaux resta immobile un long moment, la chaleur du gobelet en carton se propageant dans la paume de sa main glacée. La clochette de la porte du relais du matin tinta de nouveau, laissant entrer un ouvrier au visage buriné et un courant d'air froid qui le tira de sa torpeur. Le monde extérieur, avec son vacarme de circulation et sa grisaille tenace, reprenait ses droits. Il avait été enfermé dans une bulle de silence, une parenthèse inattendue, ouverte par un sourire et une pièce de 2 €. Il jeta un dernier regard à travers la vitre vers la bouche de métro qui venait d'avaler la jeune femme. Il ne savait rien d'elle, pas même son prénom. Il ne connaissait que la couleur de son regard, un brun chaud et franc, et la douceur de sa voix lorsqu'elle avait prononcé ces mots si simples, si déroutants. « C'est juste un café. Juste un café. » Pour lui, un café était un rituel impersonnel. Une capsule d'aluminium insérée dans une machine au design scandinave qui lui coûtait le prix de 100 cafés comme celui-ci. Une commande aboyée par un assistant pressé lors d'une réunion interminable. C'était un carburant, pas un réconfort. Ce gobelet qu'il tenait entre ses mains était différent. Il était chargé d'une intention pure, un geste dénué de tout calcul dans un monde où chaque action, chaque parole, chaque silence était analysé, pesé, monétisé. Il sortit enfin du petit établissement, le gobelet précieusement calé dans sa main. À peine eut-il posé un pied sur le trottoir qu'une berline noire et silencieuse, aux vitres teintées,
se détacha du flot de la circulation pour venir se garer en douceur le long du trottoir. La portière arrière s'ouvrit, actionnée de l'intérieur. Laurent, son chauffeur et garde du corps depuis 5 ans, le regardait depuis le siège conducteur, son visage aussi lisse et impassible qu'un masque de cire. « Monsieur Dervaux, tout va bien ? Nous vous avons perdu après la porte de Bagnolet. » Julien ne répondit pas tout de suite. Il s'installa sur la banquette en cuir souple, la porte se refermant derrière lui avec un bruit lourd et feutré, l'isolant instantanément du chaos de Montreuil. L'odeur du cuir neuf et d'un discret parfum d'ambiance remplaça celle de l'asphalte mouillé et du café brûlé. Il était de retour dans sa cage dorée. « Oui, Laurent, tout va bien, on rentre ?» Le chauffeur hocha la tête, sans poser plus de questions. La discrétion était la première qualité pour laquelle il était payé. La voiture s'élança, glissant à travers les rues de la banlieue parisienne en direction du périphérique. Julien regardait défiler les façades de briques rouges, les graffitis colorés, les commerces de quartier dont les enseignes criaient leur promotion en lettres criardes. Un monde vibrant, réel, à des années-lumière de son quotidien aseptisé. Il baissa les yeux sur le gobelet qu'il avait posé sur le siège à côté de lui. L'objet semblait incongrument fragile et bon marché dans cet habitacle luxueux, une anomalie. Un peu comme lui ce matin. Il avait fui, tôt, avant même le lever du soleil, fui la demeure familiale du 16e arrondissement, ce mausolée de marbre froid où résonnait encore le silence pesant qui avait suivi l'enterrement de son père, 2 semaines plus tôt. Il avait fui sa mère, Hélène, dont le deuil s'exprimait en termes de parts de marché et de consolidation d'actifs. Il avait fui une réunion prévue ce matin-là, un conseil de famille qui n'était rien d'autre qu'un tribunal destiné à le rappeler à ses devoirs de PDG, d'héritier, de Dervaux. Alors, il avait marché, sans but, s'enfonçant toujours plus loin vers l'est, cherchant à se perdre pour peut-être se retrouver un peu. Il avait voulu se sentir anonyme, normal. Et c'est là, au summum de son désarroi, qu'une inconnue lui avait offert un café. Non pas parce qu'il était Julien Dervaux, mais parce qu'il avait l'air d'un homme qui en avait besoin. Le trajet se fit en silence. La voiture quitta le périphérique porte de la Muette, et soudain, l'architecture se fit plus austère, plus grandiose. Les avenues larges et rectilignes étaient bordées d'immeubles haussmanniens impeccables, dont les balcons en fer forgé semblaient toiser le passant. C'était son univers, un décor magnifique et vide. Son appartement, un penthouse avec une vue imprenable sur la tour Eiffel, était un chef-d'œuvre de design minimaliste. Des espaces immenses, des meubles signés, des œuvres d'art contemporain choisies par un décorateur. Rien n'était à lui, rien ne parlait de lui. Il y avait des domestiques qu'il croisait à peine et un silence plus assourdissant encore que celui de la maison de ses parents. Il posa le gobelet sur l'immense table basse en marbre de Carrare. L'objet avait l'air d'une provocation, un petit phare de normalité dans un océan de luxe affecté. Son téléphone, resté silencieux jusque-là, se mit à vibrer. Le nom de sa mère s'afficha sur l'écran. Il soupira et décrocha. « Julien, mais enfin où es-tu? Ça fait 3 heures que je t'attends. » Le conseil s'impatiente. Les Japonais veulent une réponse avant ce soir pour le projet Hélios. Tu te rends compte de l'image que tu donnes ? Sa voix était sèche, tranchante, dépourvue de toute chaleur. Pas un mot pour savoir s'il allait bien. Juste le rappel incessant du devoir, de la performance, de l'héritage. « Je gère, mère, » répondit-il d'une voix lasse. « Je suis rentré, je serai au bureau dans 1 heure. » 1 heure? Julien, ton père ne se serait jamais permis une telle désinvolture. Surtout pas maintenant. Nous sommes scrutés, analysés. La moindre faiblesse. Il l'interrompit. « Mon père n'est plus là, je le sais mieux que personne, je serai là. » Il raccrocha sans lui laisser le temps de répliquer. La mention de son père lui laissa un goût amer dans la bouche. Arnaud Dervaux avait été un géant, un visionnaire dans le monde des affaires, un père absent, exigeant, qui ne lui avait jamais accordé un regard d'approbation ou un geste de tendresse. Chaque réussite de Julien n'était qu'un dû, chaque échec, une déception personnelle. Il lui avait tout légué, son empire, son nom, sa fortune, tout sauf l'essentiel. En 36 ans, son père ne lui avait jamais payé un café pour l'aider à démarrer sa journée. Un sentiment d'urgence s'empara de lui.
Il ne pouvait pas laisser ce moment, ce visage, ce geste s'évanouir dans le tourbillon de sa vie. C'était un fil, un lien ténu avec une humanité qu'il sentait lui échapper chaque jour un peu plus. Il prit son téléphone et composa un autre numéro. « Mais Marchand !» La voix à l'autre bout du fil était professionnelle, neutre. « Monsieur Dervaux, j'ai besoin que vous trouviez quelqu'un. Discrètement. Aucune trace. Personne ne doit savoir que je cherche cette personne, pas même mon service de sécurité habituel. C'est un ordre direct. »« Entendu, monsieur. Donnez-moi les informations. » Julien décrivit la scène. Le café « Le Relais du Matin », rue de Paris, près de la station Robespierre à Montreuil. L'heure, approximative. Il décrivit la jeune femme. Environ 30 ans, cheveux châtains attachés en un chignon simple, un manteau sombre, un regard chaleureux. Il se sentit stupide en donnant des détails si vagues. Il y avait des centaines de femmes qui correspondaient à ce portrait à Montreuil. Il n'y aura pas d'image, de vidéosurveillance exploitable dans un café comme ça, monsieur. Ça complique les choses, fit remarquer Marchand. Je sais. Mais elle a pris le métro ligne 9, direction Pont de Sèvres, aux alentours de 8h45. Elle travaille peut-être dans le secteur. Soyez créatif, Marchand. C'est important. Très bien, monsieur. Je m'en occupe personnellement. Julien raccrocha, le cœur battant étrangement vite. C'était insensé, une impulsion irrationnelle. Mais au milieu de ses obligations écrasantes et de son deuil solitaire, cette quête insensée était la première chose qui lui semblait authentique et vitale depuis des mois. Son regard se posa à nouveau sur le gobelet. Le café à l'intérieur était froid maintenant, imbuvable, mais il ne le jeta pas. Il le laissa là, au milieu de la perfection stérile de son salon, comme le symbole d'une dette qu'il ne s'agissait pas de rembourser, mais d'honorer. La journée de Camille s'écoula au rythme lent et familier du foyer des Lilas. L'odeur de café, filtre mêlé à sel, plus aseptisé, du produit de nettoyage, les rires étouffés devant un vieux film de Louis de Funès diffusé en boucle dans le salon commun, le cliquetis des aiguilles à tricoter de Madame Dubois, tout cela constituait la bande-son de sa vie professionnelle. L'anecdote du matin, celle de cet homme étrange et de son café offert, s'était déjà dissoute dans les 1000 petites urgences du quotidien, reléguées au rang de ces micro-événements qui traversent l'esprit sans jamais s'y ancrer. « Vous avez une petite mine, ma chère Camille », lui lança Madame Dubois sans lever les yeux de son ouvrage. Le fil de laine bleu ciel, celui que Camille lui avait apporté, glissait avec une dextérité surprenante entre ses doigts noueux par l'arthrose. « Encore des soucis avec cette ferraille qui vous sert de métro ? Le lot habituel, René, vous savez bien, » répondit Camille en lui servant une tasse de tisane fumante. « Mais ne vous inquiétez pas, il en faut plus pour me démonter. » Madame Dubois releva enfin ses yeux vifs et perçants. Elle avait beau avoir 82 ans, rien ne lui échappait. « Ce n'est pas le métro qui vous fatigue, ma petite, c'est la vie qui pèse, je le vois dans votre regard. Le même que j'avais quand je courais après mes 3 garnements tout en tenant la boutique. Vous vous donnez trop, surtout pour nous. » Camille sentit une bouffée de tendresse lui monter aux yeux. Elle s'assit un instant à côté de la vieille dame. « M'occuper de vous n'est pas un fardeau, René. C'est ce qui donne un sens à mes journées. Un sens, peut-être. Mais est-ce celui que vous voulez vraiment ?» La question resta en suspens, tranchante et bienveillante à la fois. Madame Dubois n'insista pas. Elle connaissait le jardin secret de Camille, son rêve d'école, cette ambition qu'elle couvait comme un trésor fragile. Plus tard dans l'après-midi, Camille s'installa près de M. Martin pour lui faire la lecture du journal. Ancien professeur d'histoire, la cécité progressive le privait de son plus grand plaisir. Mais sa mémoire était intacte, et son esprit aussi affûté qu'une lame. Pendant que Camille lui lisait un article sur les tensions géopolitiques au Moyen-Orient, son regard se perdit sur un coin inoccupé de la grande salle. Il y avait là une vieille bibliothèque remplie de livres aux reliures abîmées que plus personne n'ouvrait. Dans son esprit, l'image se superposa instantanément à une autre. Elle voyait des coussins colorés par terre, une lumière douce filtrant à travers des rideaux clairs, des étagères basses remplies d'albums jeunesse aux couvertures chatoyantes. Elle entendait presque les chuchotements excités d'enfants découvrant une histoire pour la première fois.
Le nid des petits explorateurs. Le nom de son projet lui vint à l'esprit, aussi clair qu'une évidence. Elle ne l'avait jamais formulé ainsi. Le nid, un lieu sûr, protecteur, d'où l'on pouvait prendre son envol. Elle sourit pour elle-même. « Quelque chose vous amuse dans la chute du cours du pétrole, Camille ?» demanda M. Martin, un sourire en coin. Prise en flagrant délit de rêverie, Camille rougit légèrement. « Pardon, Paul, mon esprit divaguait. Je pensais simplement qu'il faudrait un jour trier tous ces vieux livres, peut-être les donner à une association et faire de ce coin un vrai espace lecture. »« Une excellente idée, » approuva le vieil homme. « Un peu de nouveauté ne nous ferait pas de mal. Vous avez toujours de bonnes idées, vous savez. Il ne faut pas les laisser prendre la poussière, pas plus que ces bouquins. » En fin de journée, sur le chemin du retour, le métro fonctionnait normalement. Pressée contre la vitre du wagon, Camille regarda Paris défiler, ses lumières commençant à piquer l'obscurité grandissante. Les monuments iconiques, qu'elle apercevait au loin en traversant la Seine, lui semblaient appartenir à une autre planète. Un monde de cartes postales, de luxe et de promesses inaccessibles, si loin de sa réalité à Montreuil. Elle se sentait comme une spectatrice d'une fête à laquelle elle n'était pas invitée. Son petit appartement, au 4e étage, sans ascenseur d'un immeuble des années 60, était son refuge. Tout y était simple, fonctionnel, mais organisé avec un soin méticuleux. Sur l'étagère principale de sa bibliothèque, les ouvrages de Maria Montessori et de Célestin Freinet côtoyaient de vieux romans de poche. C'était là, dans ce petit espace qui lui appartenait, qu'elle pouvait être pleinement elle-même. Après un repas frugal, elle fit ce qu'elle faisait presque chaque soir. Elle sortit un grand classeur à levier de sous son lit. Sur la tranche, une étiquette écrite à la main, « Projet pédagogique ». C'était la matérialisation de son rêve. Des dizaines de pages, de fiches, de croquis. Il y avait le plan d'aménagement d'un ancien local commercial qu'elle avait repéré à Bagnolet, vide depuis des années. Des dessins naïfs mais précis d'une cour intérieure transformée en potager pédagogique. Des listes de matériel à acheter, du plus essentiel au plus fantaisiste. Et puis, il y avait la partie la plus décourageante, le business plan. Des colonnes de chiffres, des estimations de loyers, de salaires, de charges, des simulations de prêts bancaires qu'elle avait faites en ligne, et dont les résultats l'avaient à chaque fois laissé avec une boule d'angoisse au creux de l'estomac. Le chiffre final, celui qui représentait l'apport personnel nécessaire, était une montagne infranchissable. Une somme qui, pour quelqu'un avec son salaire, relevait de la pure fiction. Elle soupira et laissa ses doigts courir sur une page où elle avait listé les valeurs fondamentales de son école. Bienveillance, autonomie, créativité, inclusion. Ce n'était pas que des mots, c'était un credo. Sa modeste réponse à un système éducatif qu'elle trouvait souvent trop rigide, trop compétitif, pas assez humain. C'était pour cela qu'elle se battait en silence, pour cela qu'elle acceptait les fins de mois difficiles et les sacrifices personnels. Elle referma le classeur avec un sentiment doux amer. L'espoir était une chose étrange, une petite flamme obstinée qui refusait de s'éteindre, même sous les averses glaciales de la réalité. Dehors, la pluie avait commencé à tomber, ses gouttes régulières s'écrasant contre la vitre. Le week-end s'annonçait pluvieux et solitaire, comme tant d'autres. Elle ne se doutait pas, en allant se coucher ce soir-là, que le fragile équilibre de son existence était sur le point de basculer, et que l'homme du café, cet inconnu à qui elle avait offert une petite pièce de monnaie et un instant de chaleur, était en train de remuer ciel et terre pour la retrouver. Le dimanche s'étirait dans une monotonie presque réconfortante. Dehors, la pluie tombait en un rideau gris et dense, lavant les rues de Montreuil et enveloppant l'immeuble de Camille d'un silence feutré, seulement troublé par le cliquetis régulier des gouttes sur le rebord de la fenêtre en zinc. C'était le genre de journée parfaite pour rester à l'intérieur, enroulé dans un plaid avec un bon livre et une tasse de thé fumant. Pour Camille, c'était un luxe rare, un moment de calme arraché à une semaine de courses effrénées. Elle venait de terminer de ranger son petit appartement. L'air embaumait encore, le parfum du produit pour parquet et celui du café qu'elle s'était préparé. Le grand classeur de son projet était ouvert sur la table basse,
comme un ami silencieux. Elle redessinait pour la 10e fois le plan de la petite cour, imaginant un bac à sable ici, un petit carré de potager là. C'est alors qu'on frappa à la porte. Le son, sec et incongru, la fit sursauter. Personne ne venait jamais la voir à l'improviste un dimanche matin. Ses amis savaient qu'elle chérissait sa tranquillité, et ses voisins communiquaient plutôt par des post-it sur le paillasson. Fronçant les sourcils, elle se dirigea vers l'entrée, jetant un coup d'œil par le Judas. Ce qu'elle vit la laissa bouche bée. Sur son palier exigu et mal éclairé se tenait l'homme du café. Mais il était méconnaissable, disparu, les cheveux en désordre et l'air hagard. Il était rasé de près, ses cheveux bruns parfaitement coiffés. Le manteau de cachemire sombre était impeccable, tombant sur les épaules d'un costume dont la coupe trahissait une qualité irréprochable. Il n'avait plus l'air d'un homme perdu, il avait l'air d'un homme qui possédait le monde. Dans une main, il tenait un immense bouquet de pivoine blanche, si opulente qu'elle semblait irréelle dans cet environnement modeste. Et dans l'autre, posé en équilibre précaire sur le bouquet, un gobelet en carton du relais du matin. Camille sentit son cœur s'emballer. Une myriade de questions se bousculèrent dans sa tête. Comment? Pourquoi? Était-ce une sorte de plaisanterie? Ou pire, quelque chose de plus inquiétant? Elle déverrouilla la porte et l'entrebâilla, gardant la chaîne de sécurité en place. Son regard passa de l'homme au bouquet, puis au café. « Oui? C'est pourquoi ?» demanda-t-elle d'une voix qu'elle s'efforça de garder neutre. L'homme lui offrit un sourire timide, presque embarrassé, qui contrastait étrangement avec son allure assurée. Ses yeux bleus, si intenses, semblaient encore plus vifs maintenant qu'il n'y avait plus de fatigue pour les ternir. « Bonjour, je sais que ça peut paraître incroyablement étrange. Nous sommes... Enfin, vous m'avez vu hier, au café. » Il fit un petit geste avec le gobelet. « Je tenais à vous remercier, correctement. » Camille ne bougea pas d'un pouce. Son esprit rationnel était en état d'alerte. « Vous remercier? Pour un café? Et comment avez-vous trouvé mon adresse ?» L'embarras de Julien s'intensifia. Il avait anticipé cette question, mais il n'existait aucune réponse qui ne sonne pas un peu effrayante. « C'est compliqué. Disons que j'ai des ressources. Mais je vous assure que mes intentions sont tout à fait respectueuses. J'ai simplement été très touché par votre geste, plus que vous ne pouvez l'imaginer. Je voulais vous le dire en personne et vous rendre l'appareil. » Il lui tendit le gobelet de café par l'entrebâillement de la porte. Il est encore chaud. Camille hésita. Une partie d'elle lui criait de refermer la porte, de dire qu'elle ne voulait rien et d'oublier cette histoire. Mais une autre partie, la plus curieuse, était intriguée. L'homme ne semblait pas menaçant, juste terriblement déplacé. Et il y avait dans son regard une sincérité qui la désarmait. Lentement, elle défit la chaîne et ouvrit complètement la porte. L'espace d'un instant, il sembla encore plus grand, plus imposant, dans le cadre de sa petite entrée. « Entrez !» dit-elle finalement, se sentant un peu folle de le faire. « Mais la porte restera ouverte. » Il hocha la tête, compréhensif. « Bien sûr. » Il fit un pas à l'intérieur, ses chaussures en cuir poli semblant sacrilèges, sur le simple lino de l'entrée. Ses yeux balayèrent discrètement le petit salon, s'attardant une seconde sur le classeur ouvert sur la table. Il lui tendit le bouquet. « Celles-ci sont pour vous. » Les fleurs étaient magnifiques, leur parfum délicat remplissant l'air. Camille les prit, un peu gênée par ce cadeau extravagant. Elle n'avait pas de vase assez grand. Elle finit par les mettre dans un grand pichet en verre, dans l'évier de sa cuisine ouverte. « C'est beaucoup trop, » murmura-t-elle. « Vous n'auriez pas dû. » Au contraire, ce que vous avez fait hier, c'était un geste rare, un geste vrai. Je passe mes journées entouré de gens qui calculent tout. Votre spontanéité m'a réveillé. Il cherchait ses mots, comme s'il n'avait pas l'habitude de parler de ses émotions. Je m'appelle Julien Dervaux. Il lui tendit une main, elle la serra, sa propre main semblant toute petite dans la sienne. Son contact était ferme et chaud. Camille Morel. Elle se recula d'un pas, s'adossant au plan de travail de sa cuisine, créant une distance de sécurité. Elle prit une gorgée du café qu'il lui avait apporté. La chaleur la réconforta un peu. « Monsieur Dervaux, je ne comprends toujours pas ce que vous faites ici. Le café vous a coûté 1,60 €. Des fleurs comme celle-ci doivent valoir 50 fois ce prix. Nous sommes quittes, et au-delà.
Julien eut un petit rire. L'argent n'a rien à voir là-dedans, mademoiselle Morel. C'est la raison pour laquelle je suis là. Je dirige une entreprise, Dervaux Horizon. Par l'intermédiaire de notre fondation, nous cherchons à mettre en place un nouveau programme d'impact social. Un projet ambitieux destiné à soutenir des initiatives éducatives et culturelles dans les quartiers souvent délaissés par les investissements traditionnels, comme ici. Camille le regardait, le scepticisme gravé sur son visage. Et quel est le rapport avec moi? Vous n'avez pas besoin de moi pour ça. Vous avez probablement des armées de consultants. C'est là que vous vous trompez. Les consultants me donnent des chiffres, des statistiques, des études de marché. Ils ne me donnent pas de perspective humaine. Hier, en quelques secondes, vous m'avez montré quelque chose que tous leurs rapports de 100 pages n'arrivent pas à saisir. La bienveillance désintéressée, l'entraide simple. C'est l'esprit que je veux insuffler à ce projet. Je cherche quelqu'un pour m'aider, quelqu'un qui a une vision du terrain, une compréhension réelle des besoins, quelqu'un qui a les pieds sur terre. Le cœur de Camille se mit à battre plus fort. Il parlait de projets éducatifs. Il venait de voir son classeur sur la table. Était-ce une coïncidence? C'était trop énorme, trop parfait. C'était sûrement un piège, une sorte de manipulation sophistiquée. Et vous pensez que parce que je vous ai payé un café, je suis cette personne? C'est un peu léger comme méthode de recrutement. Ce n'est pas un recrutement, corrigea-t-il doucement. C'est une invitation. Je vous invite à venir voir nos bureaux, à discuter avec mon équipe, à me donner votre avis, sans aucun engagement. J'aimerais juste entendre ce que vous avez à dire. Si vous pensez que notre projet est une façade ou s'il a une chance d'aider vraiment les gens. Il sortit un portefeuille en cuir fin et en tira une carte de visite. Le papier était épais, luxueux, les lettres gravées en relief. Julien Dervaux, CEO, Dervaux Horizon. Le nom de l'entreprise lui disait vaguement quelque chose. Un géant de la tech, de l'innovation. Un de ces empires inaccessibles dont on parle dans les pages économiques des journaux. Il lui tendit la carte. « Prenez-la, réfléchissez-y. Si vous décidez que je suis un milliardaire excentrique et un peu fou, jetez-la. Mais si une petite partie de vous est curieuse, appelez mon assistante. Elle organisera tout. » Il fit un pas en arrière vers la porte. « Je ne veux pas vous importuner davantage. Merci encore pour le café, Camille. Il a changé le cours de ma journée. Peut-être même plus. » Sur ces mots, il se retourna et sortit, refermant doucement la porte derrière lui. Camille resta figée au milieu de son salon. Le silence retomba, plus lourd qu'avant. Son appartement, son refuge, semblait soudain avoir été visité par un émissaire d'un autre monde. Sur sa table, la carte de visite de Julien Dervaux. Dans son évier, un bouquet de fleurs digne d'un mariage princier. Et dans sa main, un simple gobelet de café. Le lien tangible et absurde entre sa vie et la sienne. Le projet dont il parlait, l'éducation. Elle regarda son classeur. Le rêve de toute sa vie étalé en notes et en chiffres. Le cynisme luttait en elle contre un espoir fou, vertigineux. Une porte venait de s'entr'ouvrir sur un univers qu'elle n'aurait jamais osé imaginer. Et elle ne savait pas si elle devait la claquer ou oser y jeter un œil. Les heures qui suivirent le départ de Julien Dervaux furent parmi les plus étranges de la vie de Camille. L'appartement, d'ordinaire son havre de paix, semblait vibrer d'une énergie nouvelle et déconcertante. Le parfum entêtant des pivoines avait envahi chaque recoin, un luxe olfactif en dissonance totale avec la simplicité du décor. Camille errait d'une pièce à l'autre, incapable de se concentrer. Le livre qu'elle avait commencé gisait abandonné sur le canapé, ses personnages soudainement fades et lointains en comparaison de l'énigme qui venait de frapper à sa porte. Elle prit la carte de visite. Le papier était d'une blancheur et d'une rigidité surprenante. Ses doigts tracèrent le relief des lettres dorées. Dervaux Horizon. Ce n'était pas un nom d'entreprise, c'était une promesse, une ambition cosmique. Poussée par une curiosité qui l'emportait sur sa méfiance, elle s'assit devant son vieil ordinateur portable. L'appareil mit quelques minutes à démarrer dans un ronronnement plaintif. Un contraste de plus avec le monde de performance et d'instantanéité que cet homme devait habiter. Les résultats de la recherche s'affichèrent en une fraction de seconde,
et ce fut comme si un rideau se levait sur un monde dont elle ignorait tout. Des dizaines d'articles de presse économique, les Échos, la Tribune, le Figaro, Économie. Des photos de Julien Dervaux, le visage grave, sortant de réunions au sommet ou esquissant un sourire professionnel lors de galas de charité, aux côtés de ministres et de célébrités. Elle apprit que Dervaux Horizon était une holding tentaculaire, avec des participations dans l'intelligence artificielle, les biotechnologies et les énergies renouvelables. Un empire fondé par son grand-père et magnifié par son père, Arnaud Dervaux, décédé subitement quelques semaines plus tôt, comme le mentionnaient plusieurs articles. Elle lut des passages entiers, fascinée et terrifiée à la fois. Julien avait pris la tête du groupe à seulement 34 ans, propulsé au sommet, après avoir fait ses preuves en restructurant la branche asiatique de l'entreprise. On le décrivait comme un stratège brillant, un visionnaire discret, mais aussi comme un homme secret, presque insaisissable, un héritier écrasé par le poids de son nom. Plus elle en apprenait, plus la scène du matin devenait surréaliste. Cet homme, dont chaque minute était probablement facturée des milliers d'euros, avait passé du temps à la retrouver et à se présenter sur son paillasson avec un café à la main. Pourquoi ? Sa proposition d'un projet d'impact social semblait, à la lumière de ces informations, soit une excentricité de milliardaire, soit une stratégie de communication incroyablement élaborée. Et elle, Camille Morel, simple aide-soignante de Montreuil, était censée jouer un rôle là-dedans? Un sentiment de vertige la saisit. Le fossé entre leurs deux mondes n'était pas un simple écart, c'était un canyon, un abîme si profond qu'elle ne pouvait en voir le fond. Qu'avait-elle à offrir à un tel homme, à part un avis de personne du terrain qu'il pourrait obtenir de n'importe quel sociologue? La pensée que son projet, son précieux nid des petits explorateurs, puisse être exposé au regard d'un tel titan des affaires, la fit frissonner. Il le trouverait probablement naïf, amateur, ridicule. Le lundi matin, au foyer des Lilas, elle était ailleurs. Elle renversa du café en servant Monsieur Martin, oublia où elle avait rangé la grille de mots croisés de Madame Dubois. Ses gestes étaient automatiques. Son esprit tourbillonnait. La terre appelle Camille. « Vous êtes avec nous, ma grande ?» La voix ironique de René Dubois l'attira de ses pensées. Camille s'efforça de sourire. « Excusez-moi, René, j'ai mal dormi. » La vieille dame plissa les yeux. « C'est plus qu'une mauvaise nuit, ça. Vous avez le regard de quelqu'un qui a gagné au loto, mais qui a peur d'aller réclamer son gain. Racontez-moi. » Devant l'insistance bienveillante de René, et parce qu'elle sentait qu'elle allait exploser si elle gardait tout pour elle, Camille raconta. L'homme au café, l'apparition sur son palier, le bouquet, la carte de visite, la proposition. Elle omit juste les détails sur l'empire financier, de peur de paraître encore plus folle. René l'écouta attentivement, ses aiguilles à tricoter s'étant immobilisées pour la première fois de la matinée. Quand Camille eut terminé, la vieille dame resta silencieuse un long moment. Des pivoines blanches, en plein mois de novembre, dit-elle finalement d'un ton songeur. Cet homme ne manque pas de panache, ou alors il est très bien conseillé. Vous pensez que c'est une arnaque ? Demanda Camille, presque avec espoir. Une arnaque serait plus simple à gérer que cette incroyable vérité. Une arnaque ? Pour vous soutirer quoi ? Le secret de votre recette de la tarte aux pommes ? Allons, Camille, soyons sérieuses. Cet homme est soit un original, soit quelqu'un qui cherche désespérément quelque chose de vrai dans sa vie de riche, et il a trouvé ça en vous, en votre geste. Mais qu'est-ce que je suis censé faire ? L'appeler ? Aller dans ses bureaux ? Ils vont me regarder comme une bête curieuse. René posa son tricot sur ses genoux et prit la main de Camille. Ses doigts étaient secs et chauds. Et alors, laisse-les regarder. Ma petite, tu passes tes soirées à rêver d'une école pour les enfants du quartier. Tu as des idées, de la passion, une volonté de faire. La seule chose qui te manque, ce sont les moyens. Et voilà qu'un homme qui a manifestement les moyens de construire 10 écoles avant le petit déjeuner, vient frapper à ta porte pour te parler d'éducation. Tu appelles ça comment, toi ? Une coïncidence impossible, souffla Camille. Moi, j'appelle ça une chance, rétorqua René. Une de celles qui ne se présentent qu'une fois. Tu as peur, c'est normal.
Tu as peur d'être déçu, d'être ridicule, d'espérer pour rien. Mais dis-moi qu'as-tu à perdre? Absolument rien. Au pire, tu auras vu comment est la moquette dans les bureaux d'un PDG et tu auras une bonne histoire à me raconter. Au mieux, qui sait? Elle serra la main de Camille un peu plus fort. N'aie pas peur de ton propre rêve, Camille. Si tu ne saisis pas cette main qu'on te tend, tu passeras le reste de ta vie à te demander ce qui se serait passé. Et ça, c'est un poison bien plus lent et plus sûr que la déception. Les mots de René firent leur chemin dans l'esprit de Camille tout le reste de la journée. Ils étaient simples, directs et terriblement justes. Qu'avait-elle à perdre? Sa fierté? Son anonymat confortable? Était-ce un prix si élevé à payer pour ne serait-ce qu'entrevoir la possibilité que son rêve devienne réalité? Ce soir-là, en rentrant chez elle, l'odeur des pivoines lui parut moins intimidante, plus douce. Elle s'assit à sa table, la carte de visite posée devant elle, à côté de son classeur. D'un côté, le monde du possible, du pouvoir, de l'argent. De l'autre, son monde, fait d'idées, d'humanité et de frustration. Peut-être, juste peut-être, ces deux mondes pouvaient-ils se parler. Le cœur battant à tout rompre, elle prit son téléphone. Ses doigts tremblaient légèrement en composant le numéro. Elle inspira profondément, pria pour tomber sur un répondeur, mais la ligne sonna une seule fois avant qu'une voix de femme posée et professionnelle ne réponde. Dervaux Horizon, service de la présidence, bonjour. Camille sentit sa gorge se nouer. Bonjour, je m'appelle Camille Morel. J'appelle de la part de monsieur Julien Dervaux. La voix à l'autre bout du fil, celle d'Agnès, l'assistante de la présidence, était d'une efficacité redoutable. Il n'y eut pas la moindre trace de surprise, pas la moindre question sur l'identité de cette Camille Morel, comme si l'appel était attendu, déjà inscrit dans un agenda réglé à la seconde près. Mademoiselle Morel, enchantée. Monsieur Dervaux sera ravi de vous recevoir. Demain, 14 heures, cela vous convient ? L'adresse est le 1, place de la Pyramide, à la Défense. La tour Horizon. Il vous suffira de vous présenter à l'accueil. Le ton était si posé, si direct, qu'il ne laissait aucune place à l'hésitation. Camille, qui s'était préparée à devoir argumenter, à expliquer, se retrouva à balbutier un simple « Oui, oui, parfait, merci », avant que son interlocutrice ne conclût par un « Excellente soirée, mademoiselle Morel » et ne raccroche. L'échange n'avait pas duré 30 secondes. C'était la confirmation qu'elle venait de mettre un pied dans un monde qui fonctionnait selon des règles et une temporalité radicalement différente des siennes. Un monde où l'attente du métro n'existait pas. La nuit fut courte et agitée, peuplée de rêves confus où elle se perdait dans des couloirs de verre sans fin. Le matin, devant la penderie de sa petite chambre, l'angoisse la saisit de manière très concrète. Que portait-on pour rencontrer un PDG milliardaire? Sa garde-robe se composait de jeans, de pulls confortables, de blouses pratiques pour le travail et d'une ou deux robes pour les rares occasions. Rien ne semblait approprié. Tout lui paraissait crier « Montreuil, foyer des lilas, fin de mois difficile ». C'était stupide. Elle le savait. Julien Dervaux l'avait vu dans son manteau usé et ne s'en était pas offusqué. Mais venir dans son monde, sur son territoire, c'était différent. C'était comme passer une audition pour un rôle qu'on ne maîtrisait pas. Après une heure d'hésitation angoissée, elle opta pour la simplicité. Un pantalon noir bien coupé, son seul vêtement véritablement chic, acheté en solde des années auparavant. Un chemisier blanc à la fois sobre et élégant, qu'elle passa 20 minutes à repasser méticuleusement jusqu'à ce qu'il n'y ait plus le moindre pli suspect. Une paire de bottines à petits talons qui lui donnaient un peu d'assurance, sans la faire souffrir. En se regardant dans le miroir, elle vit une version d'elle-même, à la fois plus stricte et plus vulnérable. Elle attacha ses cheveux en un chignon bas et soigné. Elle ressemblait à une jeune professeure se rendant à un entretien d'embauche. C'était peut-être ce qui se rapprochait le plus de la vérité. Le trajet en métro fut une épreuve en soi. La ligne 1, qu'elle emprunta après avoir changé à Nation, la transporta progressivement d'un Paris familier à une autre dimension. Passé la Concorde, le paysage urbain changea. Le wagon se remplit de costumes sombres, de tailleurs impeccables, de regards fixés sur des smartphones dernier cri.
L'air se chargea de l'odeur de parfums coûteux et de l'ambition palpable. Personne ne se parlait. Chacun était une île, connectée au reste du monde par un fil invisible, mais déconnectée de son voisin immédiat. En sortant à l'immense station de la Défense, elle fut tapée par le gigantisme du lieu. Le bruit de ses propres pas lui sembla incongru dans ce ballet affairé et silencieux, ce tourbillon de talons aiguilles et de souliers vernis claquant sur le sol de marbre. Lever les yeux vers les tours était un acte d'humilité forcée. C'était une forêt de verre et d'acier qui semblait vouloir perforer le ciel gris. La tour Horizon se dressait juste devant l'esplanade, un monolithe de verre fumé qui reflétait les nuages, la rendant à la fois massive et immatérielle. Camille sentit son estomac se nouer. Les paroles de René lui revinrent en mémoire. « Qu'as-tu à perdre ?» Tout en ce moment lui semblait une perte potentielle. Sa contenance, sa légitimité, le peu de confiance en elle qu'elle avait réussi à construire. Elle inspira profondément et poussa les portes tournantes. L'intérieur était encore plus intimidant que l'extérieur. Un hall immense, digne d'une cathédrale moderne, avec un sol en granit si poli qu'il reflétait les lumières comme un miroir noir. Un silence presque religieux y régnait, seulement brisé par le murmure étouffé de quelques conversations et le frottement discret des vêtements. Au centre, un immense comptoir d'accueil blanc laqué, derrière lequel se tenaient deux hôtesses au sourire parfaitement calibré. « Bonjour, je m'appelle Camille Morel. J'ai rendez-vous avec Monsieur Dervaux. » L'une des hôtesses vérifia son écran d'un simple effleurement du doigt. Son sourire ne fléchit pas. « Bonjour, Madame Morel. »« Oui, bien sûr. 52e étage. Vous pouvez prendre les ascenseurs sur votre droite. Un badge visiteur vous attendra à la sortie. » Le trajet dans l'ascenseur fut une expérience sensorielle, à part entière. Silencieux, incroyablement rapide, il l'éleva au-dessus de la ville à une vitesse qui lui donna le vertige. Ses oreilles se bouchèrent. Par le mur de verre, elle voyait Paris s'étaler sous ses pieds, une maquette complexe et fascinante. Au 52e étage, les portes s'ouvrirent sur un autre monde. Plus de hall bruyant, mais une moquette épaisse qui absorbait tous les sons. L'air était frais et légèrement parfumé. Un seul bureau de réception, en bois précieux, était occupé par une femme élégante à la chevelure argentée coupée au carré, qui devait être Agnès. « Mademoiselle Morel ?» dit-elle en se levant avec un sourire chaleureux qui, lui, ne semblait pas calibré. « Julien est en train de terminer un appel. Il est à vous dans 5 minutes. Voulez-vous vous asseoir, je vous prie? Un café, un verre d'eau? Un verre d'eau volontiers, merci. » Camille s'installa dans un fauteuil en cuir incroyablement confortable face à une immense baie vitrée. La vue était à couper le souffle. On voyait tout Paris, de l'Arc de Triomphe qui semblait minuscule, jusqu'à la butte Montmartre et le Sacré-Cœur, émergeant au loin de la brume urbaine. Elle chercha des yeux le point qui pouvait être Montreuil, sa banlieue, son quartier, son immeuble. De si haut, tout se fondait dans une masse indistincte. Elle se sentit soudain très petite, très loin de chez elle. C'était exactement l'effet recherché, sans doute, montrer le monde vu d'en haut. Le monde tel que le voyait Julien Dervaux. Elle but son verre d'eau d'une traite, essayant de calmer les battements de son cœur. Chaque détail de cet endroit était conçu pour impressionner, pour affirmer un pouvoir et une réussite sans équivoque. Des œuvres d'art abstraits ornaient les murs blancs. Des orchidées immaculées étaient disposées sur des consoles de designers. C'était magnifique, parfait et terriblement froid. Cela ne ressemblait en rien à l'homme aux yeux fatigués qu'elle avait rencontré dans un café populaire 2 jours plus tôt. Lequel des deux était le vrai? Le fugueur ou le monarque? La porte du bureau à côté de la réception s'ouvrit. Agnès se tourna vers elle. « Madame Morel, Monsieur Dervaux va vous recevoir. » Camille se leva, lissant un pli inexistant sur son pantalon. C'était le moment. Elle inspira une dernière fois, se remémorant la chaleur du gobelet en carton qu'il lui avait apporté, et s'avança vers la porte ouverte. Le bureau de Julien Dervaux n'était pas un bureau, c'était un territoire, un vaste espace angulaire où le silence était si dense qu'il en devenait presque palpable. Les murs étaient d'un blanc mat, l'un d'eux entièrement occupé par la baie vitrée qui offrait ce panorama vertigineux sur Paris. Au centre de la pièce,
Un immense bureau en bois sombre et massif, dépourvu de tout désordre, ressemblait à un hôtel moderne, dédié au pouvoir et à l'efficacité. Il n'y avait ni photo de famille, ni bibelot personnel. Juste un ordinateur portable ultra fin, un bloc-notes en cuir et un stylo. Un lieu impersonnel, conçu pour prendre des décisions qui affectaient des milliers de vies sans jamais avoir à les regarder en face. Julien se tenait derrière ce bureau quand elle entra. L'espace d'une seconde, il redevint le PDG des photographies. Une silhouette puissante et lointaine, encadrée par la ligne d'horizon de la capitale. Puis leurs regards se croisèrent, et tout changea. Un léger sourire apparut sur ses lèvres, et ce n'était plus le sourire confiant du dirigeant, mais celui, un peu gauche, de l'homme qu'elle avait vu dans le café. Il fit quelque chose qui la surprit. Au lieu de l'inviter à s'asseoir sur l'une des deux chaises de visiteurs qui faisaient face à son bureau forteresse, il le contourna. D'un pas lent, il vint vers elle, abolissant la distance et la hiérarchie que le mobilier avait si soigneusement établie. « Camille, merci d'être venue, » dit-il, sa voix plus basse et plus chaleureuse que dans ses souvenirs. « J'espère ne pas vous avoir trop bousculé avec cette invitation impromptue. » Il désigna non pas les chaises, mais un petit salon aménagé dans un coin de la pièce, 2 profonds fauteuils en tissu clair et une table basse en verre. L'intention était claire. Il ne voulait pas d'une confrontation, mais d'une conversation. « Asseyez-vous, je vous en prie. » Camille s'installa au bord de l'un des fauteuils, le dos droit, se sentant encore plus observée dans ce cadre moins formel. Julien prit place en face d'elle, se penchant légèrement en avant, les coudes sur les genoux. Il avait troqué la veste de costume pour un simple pull en cachemire bleu marine, semblable à celui qu'il portait l'autre jour. Un effort, comprit-elle, pour paraître plus accessible. « Je suppose que vous vous demandez ce que vous faites ici, » commença-t-il. « L'idée m'a traversé l'esprit, oui, » répondit Camille, sa voix sonnant étonnamment stable à ses propres oreilles. Le fait qu'il ait abandonné son piédestal lui avait rendu une part de sa contenance. « Quand vous m'avez offert ce café, » reprit-il en cherchant ses mots, « vous avez fait quelque chose d'absolument illogique. Vous n'aviez aucune raison de le faire. Je suis un inconnu, vous aviez l'air pressé, et cette pièce de 2 € avait certainement plus de valeur pour vous que pour moi, même si vous ne le saviez pas à ce moment-là. Je n'ai pas vraiment réfléchi, admit-elle. Vous aviez l'air d'en avoir besoin. Exactement. Il eut un éclat dans le regard. Vous n'avez pas réfléchi, vous avez agi. Vous avez vu un homme, pas un bilan financier ou une opportunité. C'est devenu si rare dans ma vie que j'avais presque oublié que ça pouvait exister. Ma vie est un enchaînement de transactions. Tout est négocié, tout est un échange. Et soudain, il y a ce geste, un don pur. C'est de ça que je veux parler. Il se leva et marcha jusqu'à la baie vitrée, le dos tourné vers elle. Ma fondation investit des millions chaque année dans des projets sociaux. Nous avons des comités, des audits, des indicateurs de performance clés, tout un jargon pour nous rassurer sur le fait que notre argent est bien utilisé. On construit des murs, on achète du matériel, on finance des postes, et c'est très bien. Mais je me demande si on ne passe pas à côté de l'essentiel, l'humain. Il se retourna vers elle, son visage grave. Ce projet éducatif dont je vous ai parlé, c'est l'un de ces programmes. Sur le papier, il est parfait. Nous avons identifié des zones prioritaires, défini des leviers stratégiques pour soutenir les écosystèmes locaux. Vous voyez le genre. Camille sentit un frisson d'irritation la parcourir. C'était précisément ce langage déshumanisé qui l'avait fait fuir les grandes institutions pour se tourner vers le terrain, le contact direct. Je vois surtout que les gens dont vous parlez, les mères qui n'ont pas de place en crèche, les enfants qui grandissent dans des appartements trop petits, les bénévoles qui se tuent à la tâche pour 3 fois rien, ils ne parlent pas ce langage. Et ils n'ont pas besoin de leviers stratégiques, monsieur Dervaux. Ils ont besoin de lieux, de temps et de considération. Les mots étaient sortis, plus secs qu'elle ne l'aurait voulu. Elle se prépara à une réaction froide, à une fin de non-recevoir poli. Au lieu de ça, Julien Dervaux sourit, un vrai sourire cette fois qui atteignit ses yeux. « Merci », dit-il simplement. « C'est exactement pour ça que je voulais vous voir.
C'est exactement ce que je me tue à dire à mon conseil d'administration. Ils ne comprennent pas. Ils voient des lignes dans un budget. Moi, je veux voir ce qu'il y a derrière. Il revint s'asseoir en face d'elle. L'atmosphère s'était détendue. Une brèche avait été ouverte. Alors voilà ma proposition, Camille. Oubliez la fondation, les consultants, les grands mots. J'ai besoin d'une traductrice. Quelqu'un qui m'aiderait à comprendre la langue du terrain. Je ne vous demande pas d'écrire un rapport, je vous demande de me montrer. Vous montrez quoi? Demanda-t-elle méfiante. Votre monde, la réalité, les endroits qui ont besoin d'aide, les gens qui font des choses extraordinaires avec rien, le foyer des lilas, les associations de quartier. Montrez-moi ce qui ne figure dans aucune de nos études de marché. En échange, je vous donne accès à mes ressources, à mon équipe, pour voir si un projet comme le vôtre est viable. Camille fut stupéfaite. Il venait de faire allusion à son projet. Il avait donc bien vu son classeur. Mais il n'avait pas posé de questions, n'avait pas cherché à la mettre mal à l'aise. Il lui offrait une voie détournée pour en parler. C'était habile et terriblement tentant. Une collaboration, un échange, lui, elle, c'était impensable. Et pourtant, les paroles de René résonnaient. N'aie pas peur de ton propre rêve. Je ne suis pas une consultante, monsieur Dervaux. Je ne sais pas comment on fait ça. Appelez-moi Julien. Et c'est parfait. Je ne veux pas d'une consultante. Je veux vous, votre regard. Donnez-moi une journée. Montrez-moi ce que vous jugez important que je vois. Après ça, si vous pensez que je suis juste un riche qui cherche à se donner bonne conscience, vous ne me reverrez plus jamais. Il y avait une vulnérabilité dans sa demande, une sincérité qui semblait impossible à feindre. Il ne lui offrait pas la charité, il lui demandait de l'aide. Le rapport de force un instant s'inversa. Camille réfléchit, le cœur battant la chamade. Elle pensa à son nid des petits explorateurs. Elle pensa à la frustration, aux portes fermées, au refus de prêt. Et elle pensa à cette chance insensée, à cette porte entr'ouverte par le plus grand des hasards. Elle releva le menton et le regarda droit dans les yeux. « D'accord, dit-elle, sa voix plus assurée qu'elle ne l'aurait cru possible. « D'accord, Julien. Une journée, mais à ma façon, dans mon monde, sans costume et sans chauffeur. Vous venez à Montreuil et vous marchez. » L'expression de surprise et de respect qui illumina le visage de Julien Dervaux fut la première récompense de son audace. Le rendez-vous avait été fixé à 10 heures, station Robespierre, un retour symbolique au point de départ. En l'attendant sur le parvis balayé par un vent frais, Camille se sentit nerveuse, mais d'une nervosité différente de celle de la veille. Ce n'était plus la peur de l'inconnu, mais l'appréhension de la guide sur le point de dévoiler un trésor fragile et personnel. Elle avait passé la matinée à peaufiner mentalement son itinéraire, non pas pour l'impressionner avec des sites pittoresques, mais pour lui faire ressentir le pouls de son quartier, ses forces et ses failles. Elle portait ses vêtements de tous les jours, un jean confortable et un gros pull en laine, un choix délibéré pour marquer son territoire et les règles du jeu qu'elle avait fixées. Il arriva à l'heure pile, à pied. Elle le vit remonter la rue, et son soulagement fut immédiat. Pas de costume, pas de chauffeur l'attendant au coin de la rue. Il portait un jean sombre, de bonne coupe mais sans ostentation, des chaussures de marche robustes qui avaient déjà un peu vécu, un pull à col roulé gris et le même manteau sombre que le premier jour. Il avait l'air d'un architecte ou d'un professeur d'université en balade, quelqu'un qui pouvait se fondre dans la masse si ce n'était pour cette aura de calme autorité qui émanait de lui. Il tenait 2 gobelets de café du relais du matin à la main. Il lui en tendit un en arrivant à sa hauteur. « Je me suis dit qu'il ne fallait pas rompre avec les traditions », dit-il avec un sourire qui dissipa les dernières bribes de tension. « Merci », répondit-elle en acceptant le gobelet chaud. La chaleur se propagea dans ses doigts engourdis. « Prêt pour la visite? Je suis tout à vous. Le guide, c'est vous. »« Alors, première étape, » annonça-t-elle. « Là où je passe le plus clair de mon temps. » Elle le mena à travers quelques rues, jusqu'au foyer des Lilas. De l'extérieur, le bâtiment n'avait rien d'attrayant. Une construction basse en briques des années 70, fonctionnelle et sans charme. Mais à peine eurent-ils poussé la porte que la chaleur humaine du lieu les enveloppa. Les rires provenant de la salle commune, l'odeur de la soupe de légumes qui mijotait déjà en cuisine,
le son de la télévision en fond sonore. C'était un univers vivant, à 1000 lieues des couloirs feutrés de la tour Horizon. Elle lui fit faire un tour rapide, lui présentant quelques pensionnaires. La plupart le saluèrent poliment, intrigués par ce nouveau visage. Puis elle l'emmena vers le petit salon où Madame Dubois et Monsieur Martin étaient installés dans leurs fauteuils respectifs. « René, Paul, je vous présente Julien, » dit Camille, « un ami qui s'intéresse à notre quartier. » Elle avait choisi le mot « ami » avec soin pour éviter un interrogatoire. Mais c'était sans compter sur la perspicacité de René Dubois. La vieille dame le dévisagea de la tête aux pieds par-dessus ses lunettes, ses yeux brillants de malice. « Un ami ?» répéta-t-elle, son ton traînant sur le mot. « Avec des chaussures qui valent mon loyer trimestriel ? Enchanté, jeune homme. Alors comme ça, le petit peuple vous intéresse. Vous faites un safari. » Camille sentit le rouge lui monter aux joues. Elle s'apprêtait à intervenir, mais Julien la devança. Il s'avança vers René, s'accroupit légèrement pour se mettre à sa hauteur, et lui sourit sans la moindre trace d'offense. « Madame, je ne sais pas si le peuple m'intéresse, mais les gens, oui, surtout ceux qui ont l'air d'avoir bien plus d'esprit que moi. Et mes chaussures, c'est vrai, sont chères. Mais elles sont très confortables pour marcher, et il paraît que j'ai beaucoup de chemin à faire aujourd'hui. » Sa répartie, humble et pleine d'esprit, désarma complètement René. Elle éclata d'un rire rauque et sincère. « Pas mal. Pour un homme en cachemire, vous ne manquez pas de répondants. Asseyez-vous donc, l'ami de Camille. Racontez-nous ce qui vous amène dans notre modeste demeure. » Tandis que Julien s'installait, engageant la conversation avec René et Paul avec une aisance inattendue, Camille les observa en retrait. Elle le vit écouter avec une attention intense le récit de Paul sur l'évolution du quartier depuis la guerre, poser des questions pertinentes, rire au pic de René. Il n'y avait aucune condescendance dans son attitude, il était juste là, présent. Au bout de 20 minutes, c'était comme s'il avait toujours fait partie du décor. « Votre ami a une bonne tête », lui glissa Paul à voix basse, lorsque Julien s'était levé pour admirer les tricots de René. « Il écoute, c'est rare, surtout pour les gens qui n'ont pas le temps. » Camille hocha la tête, le cœur étrangement léger. Il réussissait le test, son test. Ils quittèrent le foyer 1 heure plus tard. « Elle est incroyable, votre René, » dit Julien une fois dehors. « Elle devrait être au conseil d'administration de mon entreprise. Elle y verrait plus clair que la moitié de mes directeurs. Elle est le cœur de cet endroit, » répondit simplement Camille. Et Paul en est la mémoire. La suite de la visite fut une immersion. Elle l'emmena au marché de la Croix de Chavaux, un carrefour bouillonnant de vie où les langues et les couleurs se mélangeaient dans un joyeux chaos. Il y avait le marchand d'épices marocain dont les effluves embaumaient la moitié de la place, le primeur portugais qui haranguait la foule, les femmes en boubou africain qui choisissaient leurs légumes avec un soin infini. Julien ne disait rien, mais ses yeux absorbaient tout. Le sourire édenté d'un vendeur de menthe, le geste d'une mère réajustant le bonnet de son enfant, la mosaïque des visages qui composaient la véritable richesse du quartier. Personne ne montre ça dans les rapports, dit-il doucement comme pour lui-même. Il ne parle que de taux de chômage et de statistiques sur la délinquance. C'est parce que la vie ne se mesure pas en statistiques, rétorqua Camille. Elle lui montra ensuite ce qui n'allait pas. La petite bibliothèque de quartier, menacée de fermeture par manque de subventions. Le square où les jeux pour enfants étaient cassés et dangereux. Elle lui parla des mères seules, qui devaient jongler entre des horaires de travail décalés et l'absence de solutions de garde abordables, une réalité qu'elle côtoyait tous les jours. Elle ne se plaignait pas, elle exposait des faits, avec la passion de ceux qui vivent les problèmes au quotidien. Lui écoutait, attentif, posant de temps en temps une question précise. Quel est le budget de cette bibliothèque? Combien de places manque-t-il en crèche dans ce secteur? Son cerveau de PDG analysait, quantifiait, mais son regard, lui, comprenait la réalité humaine derrière les chiffres. Pour la dernière étape de son tour, elle l'emmena dans une rue plus calme, presque en lisière de Bagnolet. Devant eux se dressait un petit bâtiment de briques rouges, un ancien atelier ou une petite manufacture, abandonné depuis des années.
Les fenêtres du rez-de-chaussée étaient murées par des parpaings, des graffitis colorés recouvraient une partie de la façade, et le petit portail en fer forgé rouillait sur ses gonds. « Voilà », dit-elle en s'arrêtant devant. Il la regarda, interrogateur. « C'est mon rêve, ou plutôt l'endroit où il pourrait vivre. » Elle sentit son cœur s'accélérer en lui révélant enfin son jardin le plus secret. Derrière ces murs, il y a un grand espace de plein pied, et une petite cour à l'arrière, envahie par les mauvaises herbes, mais ensoleillée. Ce serait parfait, assez grand pour accueillir une quinzaine d'enfants, suffisamment sécurisé, avec des travaux bien sûr, beaucoup de travaux. Elle décrivit avec une ferveur contenue ce qu'elle voyait. La porte d'entrée repeinte en bleu vif, la grande salle transformée en espace de vie lumineux, avec des coins lecture et des ateliers créatifs. La cour transformée en potager pédagogique. Pendant qu'elle parlait, ses mains dessinaient dans l'air les cloisons invisibles et les meubles imaginaires. Julien ne la quittait pas des yeux. Il n'observait pas le bâtiment décrépit. Il l'observait elle, la passion qui transfigurait son visage, la clarté de sa vision. Quand elle eut fini, un silence s'installa. Il s'approcha du mur, posa une main sur les briques froides, comme pour en tâter le potentiel. Il resta ainsi un long moment, son regard balayant la façade, les fenêtres murées, le toit fatigué. Le cynisme et la peur refirent surface chez Camille. Il allait lui dire que c'était une ruine, un gouffre financier, une folie. Il se retourna finalement vers elle. Son expression était sérieuse, intense. Il ne lui fit aucune promesse, ne sortit aucun chéquier. Il dit simplement une phrase qui valait bien plus que toutes les garanties financières. « Je comprends mieux maintenant. Je comprends pourquoi vous avez payé ce café. » Le silence qui suivit la déclaration de Julien s'installa entre eux, non pas lourd, mais dense et vibrant. L'air frais de la fin d'après-midi semblait s'être immobilisé autour de la petite bâtisse abandonnée, comme s'il retenait son souffle. Camille sentait les battements de son propre cœur résonner dans ses tempes. Elle venait de mettre à nu son âme, son rêve le plus secret et le plus fou, devant un homme qui avait le pouvoir de le réaliser d'un claquement de doigts ou de le balayer d'un simple mot de pitié. Sa réponse, si simple et si profonde. « Je comprends pourquoi vous avez payé ce café », l'avait prise au dépourvu. Il n'avait pas parlé de chiffres, de rentabilité, d'investissement. Il avait parlé de sa nature profonde. Il l'avait comprise. Le jour déclinait doucement, la lumière dorée de la fin d'après-midi baignant la rue d'une atmosphère mélancolique. L'estomac de Camille gargouilla discrètement, la ramenant brutalement à la réalité. Ils avaient marché et parlé pendant des heures. Julien dut l'entendre, car un léger sourire amusa ses lèvres. « Toute cette marche m'a ouvert l'appétit, » dit-il, avec un naturel qui la mit immédiatement à l'aise. « Et je suis sûr que je ne suis pas le seul. Connaissez-vous un endroit dans le quartier où l'on peut dîner? Quelque chose de simple, j'aimerais que l'on continue cette conversation. » Sa demande était une nouvelle main tendue. Il ne la laissait pas avec ses espoirs et ses questions en suspens, au milieu du trottoir. Il voulait continuer, il voulait construire sur ce qu'il venait de partager. « Je connais l'endroit parfait, » répondit-elle. Elle le guida à travers un dédale de petites rues qu'il n'aurait jamais trouvé seul pour arriver devant un petit bistrot de quartier à la devanture vert-amande défraîchie, le Bon Coin. L'intérieur était chaleureux, un peu bruyant, rempli d'habitués. L'odeur de la blanquette de veau flottait dans l'air, se mêlant à celle du vin rouge et du pain frais. C'était l'antithèse exacte des restaurants d'affaires froids et silencieux auxquels Julien devait être habitué. Le patron, un homme rondouillard à la moustache grisonnante, salua Camille d'un cordial « Alors, ma belle ?» La grande forme, avant de leur indiquer une petite table libre près de la fenêtre. Une fois installée, la banquette en moleskine rouge un peu usée, la nappe en papier, les couverts dépareillés, Camille le regarda. Elle se demandait s'il se sentait mal à l'aise, s'il jugeait la simplicité du lieu. Mais il semblait parfaitement détendu, absorbant l'atmosphère avec une curiosité non feinte. « J'adore cet endroit, » dit-il. « Ça sent la vraie cuisine. » Ils commandèrent le plat du jour, un bœuf bourguignon qui promettait de réchauffer le corps et l'âme.
Le brouhaha ambiant leur offrait une sorte d'intimité, les isolant dans leur propre bulle. « Alors, commença Camille, n'y tenant plus, vous comprenez. Et après, qu'est-ce qu'on fait de cette compréhension ? C'était une journée intéressante pour vous, une immersion dans le monde réel, et demain vous retournez au 52e étage et vous oubliez. » Elle n'était pas agressive, mais elle avait besoin de savoir. L'espoir était une chose trop dangereuse pour le laisser grandir sur un malentendu. Julien posa sa fourchette et la regarda droit dans les yeux. Son regard était intense, sans la moindre trace d'amusement. « Demain, Camille, je vais retourner au 52e étage et je vais mettre mon équipe juridique sur la piste de ce bâtiment. Je veux savoir à qui il appartient, s'il est à vendre, quel est son statut exact. Ensuite, je demanderai à une équipe d'architectes et d'ingénieurs de faire une évaluation préliminaire de l'état de la structure et une estimation des coûts de rénovation. Et pendant ce temps, je veux que vous me donniez votre classeur. » Camille sentit son souffle se couper. « Mon classeur ? Oui. Je veux le donner à mes analystes financiers, pas pour qu'ils le jugent, mais pour qu'ils le transforment en un dossier de financement en béton. Qu'ils le traduisent dans le langage que les banques et les comités de fondation comprennent. Ils prendront vos idées, vos valeurs, et ils les entoureront des chiffres et des projections nécessaires pour que personne ne puisse dire que c'est juste un beau rêve. » Il parlait avec une rapidité et une précision qui trahissaient des années d'habitude à monter des projets complexes. Il ne lui proposait pas un chèque, il lui proposait un plan, une stratégie. Il ne la traitait pas en assisté, mais en partenaire. Elle était abasourdie. « Mais pourquoi feriez-vous tout ça ?» Julien eut un long silence. Il regarda par la fenêtre les gens qui passaient sous la lumière des lampadaires. « La question que vous devriez poser est « Pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt ?» Je dirige un empire bâti sur l'idée d'innover, de construire le futur. Mais quel futur est-ce qu'on construit si on laisse des pans entiers de la société sur le bord de la route? Ce que vous m'avez montré aujourd'hui, ce n'est pas la misère, c'est l'énergie, la résilience, le potentiel. René, les mères au marché, vous êtes un bien meilleur investissement que la dernière start-up qui promet de révolutionner la livraison de pizza par drone. Puis sa voix se fit plus personnelle, plus basse. Et puis, égoïstement, c'est aussi pour moi. Le matin où on s'est rencontrés, vous m'avez dit que j'avais l'air d'en avoir besoin. Vous ne vous imaginez pas à quel point. Il hésita puis se lança. Mon père est décédé il y a 1 mois. Sa succession, la pression du conseil d'administration, c'était suffocant. Ce matin-là, je m'étais enfui. Je voulais juste respirer, marcher sans être le PDG Julien Dervaux, être personne. Et c'est là que vous êtes apparu. Vous m'avez vu. Vous avez vu l'homme, pas le titre. M'investir dans votre projet, c'est une façon de rester connecté à ça, au réel, à ce qui compte. » Son aveu, livré avec une pudeur touchante, frappa Camille en plein cœur. Elle comprenait enfin le désarroi dans son regard le premier jour. Elle voyait l'homme derrière l'armure, un homme qui, à sa manière, était aussi seul et en quête de sens qu'elle. Leur connexion improbable reposait sur un besoin partagé, une reconnaissance mutuelle de la fatigue de l'autre. « Je suis désolé pour votre père », murmura-t-elle doucement. Ils finirent leur repas en parlant plus simplement. Elle lui raconta ses études, les difficultés pour trouver un poste, ce qui l'avait mené vers le soin aux personnes âgées. Il lui parla, à demi-mot, d'une enfance solitaire, de l'ombre écrasante d'un père brillant mais distant, de la difficulté de trouver sa propre voie quand un chemin doré est déjà tout tracé pour vous. Il découvrait que malgré le gouffre social qui les séparait, ils partageaient une même soif d'authenticité. Quand il la raccompagna jusqu'à la porte de son immeuble, l'atmosphère avait changé. La distance et la méfiance avaient été remplacées par une complicité naissante, fragile et précieuse. « Alors, on est d'accord ?» demanda-t-il, s'arrêtant sur le trottoir. « Lundi, Agnès vous appellera pour coordonner la venue des équipes et la remise de vos documents. »« D'accord, » dit-elle, sentant le vertige la reprendre. Le rêve était en train de devenir un planning. « Merci, Camille, » ajouta-t-il, son regard planté dans le sien. « Pour la visite, pour le dîner, pour tout.
Avant qu'elle ait pu répondre, il se pencha et déposa un baiser léger et respectueux sur sa joue. Un geste simple, presque chaste, mais qui lui fit l'effet d'une décharge électrique. Il s'éloigna ensuite dans la nuit, la laissant sur le seuil de sa porte, une main sur sa joue encore chaude, le cœur battant à un rythme désordonné. Elle venait de faire le grand saut. Et pour la première fois, elle n'avait plus peur de la chute. Le monde de Camille bascula avec la rapidité d'une rame de métro lancée à pleine vitesse. Le lundi matin, la voix posée d'Agnès au téléphone ne fut plus une surprise, mais le point de départ d'un tourbillon organisé. À peine avait-elle raccroché que sa sonnette retentissait, annonçant un coursier qui lui remettait un dossier cartonné frappé du logo sobre de Dervaux Horizon, contenant un accord de confidentialité et une proposition de contrat de consultante. Les chiffres qui y figuraient lui donnèrent le vertige. C'était plus que ce qu'elle gagnait en une année au foyer des Lilas. Un post-it signé de la main de Julien y était collé. C'est la procédure standard. Ne vous laissez pas intimider par le jargon juridique. Signez seulement si vous êtes à l'aise. On en parle quand vous voulez. J. Elle prit un jour de congé, sentant qu'il lui était impossible de mener ses deux vies de front, ne serait-ce que pendant 24 heures. Le lendemain, sa petite table de salon se transforma en salle de réunion improbable. 2 architectes, une femme et un homme à l'élégance minimaliste, déroulèrent les plans du bâtiment abandonné. Ils ne l'appelèrent plus « la ruine », mais le projet Bagnolette. Ils parlèrent de contraintes structurelles, de normes ERP, établissements recevant du public, de potentiel de luminosité. Camille, au début intimidée, se surprit à les interrompre, son classeur usé ouvert à côté de leur tablette dernier cri. « Non, l'entrée principale ne peut pas être ici », déclara-t-elle, son doigt pointant un endroit sur le plan. « C'est trop près de la rue. Il faut un petit sas pour la sécurité des enfants, et l'espace sieste doit être orienté au nord, loin de l'aire de jeu pour garantir le calme et la pénombre. » L'architecte homme haussa un sourcil, s'apprêtant à lui expliquer des considérations techniques. Mais Julien, qui était arrivé discrètement et se tenait en retrait, intervint. Sa présence dans son petit appartement était encore plus surréaliste en plein jour, au milieu d'un contexte professionnel. « Écoutez, Camille, » dit-il simplement, sa voix ne laissant aucune place à la discussion. « Elle sait de quoi elle parle. Adaptez les plans à ses recommandations. La fonctionnalité prime sur l'esthétique pure. » Un sentiment nouveau et grisant envahit Camille. On l'écoutait. Ses idées, nées de ses observations, de ses lectures et de son instinct, n'étaient plus des rêveries griffonnées dans un carnet, mais des directives prises en compte par des professionnels de haut vol. Au fil des réunions qui s'enchaînèrent les jours suivants, avec une juriste spécialisée en droit immobilier, puis avec un expert en financement de projets associatifs, sa timidité s'effaça pour laisser place à une assurance tranquille. Elle était l'experte du « pourquoi » et ils étaient les experts du « comment ». Ensemble, ils donnaient corps au nid des petits explorateurs. Julien était le chef d'orchestre discret de cette symphonie. Il n'imposait rien, mais sa présence en filigrane assurait que tout le monde traitait Camille avec le respect dû à un porteur de projet, et non comme la protégée du PDG. Ils passaient beaucoup de temps ensemble, mais toujours sous un prétexte professionnel. Il déjeunait sur le pouce dans son bureau du 52e étage, les plans étalés sur l'immense table de conférence, débattant passionnément de la taille du potager ou du type de revêtement de sol à privilégier pour la salle de motricité. C'est lors de l'un de ces déjeuners que la nature de leur relation commença subtilement à se déplacer. Ils venaient de passer 1 heure à choisir les couleurs des futures salles. Camille défendait des tons pastels et apaisants, tandis que l'équipe de design proposait des teintes vives et dynamiques. Julien, comme à son habitude, avait tranché en sa faveur. « Vous devriez monter votre propre cabinet de conseil en design pédagogique », lui lança-t-il en souriant, une fois les designers partis. « Je crois que je vais déjà essayer de faire fonctionner cette école. Ce sera suffisant, » répondit-elle en riant. Elle se sentait plus détendue en sa présence, capable de plaisanter. L'aura intimidante du milliardaire s'était estompée pour révéler l'homme attentif et étonnamment drôle qui se cachait derrière. « Vous avez raison, une chose à la fois.
Son regard se fit plus intense. « J'aime vous voir comme ça, Camille, pleine de conviction. C'est inspirant. » Un silence confortable s'installa entre eux. Un de ces silences où les mots ne sont pas nécessaires. Dehors, Paris s'étendait sous un ciel d'hiver clair. Pour la première fois, Camille ne se sentit plus écrasée par la vue. Mais au contraire, elle eut l'impression que la ville lui appartenait un peu. Cependant, leur bulle protectrice, tissée de plans d'architectes et de conversations passionnées, était plus fragile qu'ils ne le pensaient. Un après-midi, alors qu'ils sortaient d'une réunion avec l'urbanisme de la mairie de Bagnolet, un flash crépita discrètement à une vingtaine de mètres d'eux. Surpris, ils se retournèrent, mais ne virent qu'un passant qui pressait le pas, le visage dissimulé par une écharpe. « Des paparazzis? Ici ?» s'étonna Camille. Julien eut un air contrarié. « Probablement. Ils me suivent parfois quand une grosse annonce financière se prépare. Ne vous en faites pas. Une photo d'un PDG à Bagnolet, ça ne les intéressera pas longtemps. C'est beaucoup moins glamour que Saint-Tropez. » Il cherchait à la rassurer, mais Camille sentit un premier frisson d'inquiétude. Son monde, où l'anonymat était la norme, venait d'être violé par un objectif indiscret. La confirmation de son malaise arriva 2 jours plus tard. Julien lui envoya un lien par SMS avec un seul mot. « Désolé. » C'était un article d'un blog financier influent, une de ces publications en ligne spécialisées dans les coulisses du pouvoir et les rumeurs du CAC 40. L'article principal portait sur les futures stratégies d'investissement de Dervaux Horizon, mais dans un petit encadré sur le côté sous le titre « L'incursion sociale de Dervaux », il y avait une photo. La photo, prise devant la mairie, un peu floue, mais parfaitement reconnaissable. On les voyait côte à côte, discutant. La légende était sobre mais insidieuse. Le très secret Julien Dervaux, PDG de Dervaux Horizon, multiplie les déplacements sur le terrain, à l'est de Paris, en compagnie d'une nouvelle et mystérieuse conseillère. Simple philanthropie ou une nouvelle stratégie de communication pour redorer l'image du groupe après le décès de son père. Les mots étaient froids, calculateurs. Il réduisait son projet, leur collaboration, sa propre existence à une simple stratégie de communication. La mystérieuse conseillère, elle n'était plus Camille Morel, elle était une pièce sur l'échiquier de quelqu'un d'autre. L'humiliation lui monta aux joues. Elle se sentait salie, utilisée, même si elle savait que ce n'était pas l'intention de Julien. Le canyon qui les séparait venait de se rappeler brutalement à son souvenir. Ce n'était pas un canyon fait de différence de revenus, mais d'exposition, de regard public. Elle pouvait entrer dans son monde pour parler d'un projet, mais ce faisant, elle s'exposait à ses règles impitoyables, à son cynisme destructeur. Le petit monde bienveillant et sincère qu'elle avait construit autour d'elle et de son rêve venait de recevoir sa première pierre. L'article du blog, aussi anodin que Julien ait tenté de le présenter, avait laissé une trace. C'était comme une fine couche de poussière sur un meuble fraîchement ciré, à peine visible, mais Camille savait qu'elle était là. Elle se surprit à baisser les yeux lorsqu'elle croisait ses voisins, s'imaginant qu'ils avaient lu la brève et la jugeaient en silence. La paranoïa, un sentiment qu'elle n'avait jamais connu, commençait à s'immiscer dans son quotidien. Julien l'appela le soir même de la parution, sa voix tendue de colère. Pas contre elle, mais contre le système dont il était à la fois le roi et le prisonnier. Ce sont des vautours, Camille. Ils se nourrissent de la moindre parcelle de vie privée. Je suis profondément désolé que tu sois exposé à ça. S'il te plaît, n'y accorde aucune importance. Demain, ils auront trouvé un autre os à ronger. Elle avait voulu le croire. Elle s'était raccrochée à la sincérité de sa voix, à la chaleur de leur complicité naissante. Elle se répétait que ce n'était rien, juste le prix à payer pour sortir de l'ombre, pour donner une chance à son rêve. Le projet avançait à une vitesse fulgurante. Les expertises techniques du bâtiment étaient positives, le dossier de financement, étoffé par les équipes de Julien, devenait un document impressionnant de professionnalisme. L'espoir était un moteur puissant, et il lui permit de mettre de côté son malaise. Mais l'univers de Julien Dervaux ne se contentait pas de mordre, il dévorait. La véritable déflagration eut lieu le jeudi suivant.
Ce ne fut pas un blog confidentiel, mais une chronique mondaine dans l'un des plus grands quotidiens nationaux. Une page entière, avec un titre en lettres grasses qui lui sauta à la gorge. Le conte de fées de Montreuil, la nouvelle philanthropie de cœur du PDG de Dervaux Horizon. La photo qui l'accompagnait était celle, volée, de la semaine précédente, mais agrandie, rendue plus nette. L'article, signé d'un nom connu pour son style acerbe et insinuant, était un chef-d'œuvre de perfidie. Camille le découvrit dans la salle de repos du foyer des Lilas. Sylvie, l'une de ses collègues, le lui tendit avec une pitié maladroite. « Je ne sais pas si tu as vu ça. C'est dégoûtant ce que les gens peuvent inventer. » Camille prit le journal, ses mains devenant subitement moites. L'article commençait par un portrait faussement élogieux du jeune PDG, héritier d'un empire, mais aussi d'un cœur lourd après le décès de son père. Puis, le venin s'insinuait. Il parlait de sa rencontre providentielle avec une jeune femme issue d'un milieu modeste. Le geste du café, dont le journaliste avait visiblement eu vent, était dépeint non comme un acte de bonté spontanée, mais comme une approche savamment orchestrée. Son projet d'école était qualifié d'ambition louable, qui trouve aujourd'hui, comme par magie, un mécène aussi puissant qu'inattendu. Chaque phrase était un coup de poignard. Le chroniqueur ne l'accusait de rien directement, mais le sous-entendu était écœurant. Elle était une profiteuse, une version moderne de la chercheuse d'or, utilisant son charme et son histoire de fille du peuple pour séduire un milliardaire vulnérable et financer son projet personnel. La dernière phrase était la plus cruelle. Reste à savoir si ce conte de fées, qui ressemble à s'y méprendre à un plan de carrière, saura résister à la vigilance d'un conseil d'administration sans doute peu enclin à la poésie des banlieues. Le sang quitta son visage. Ce n'était plus son histoire. C'était une caricature ignoble, une fiction construite pour vendre du papier. Tous les détails étaient là. Montreuil, le café, son projet, mais tordu, déformé, sali. Elle sentait le regard de Sylvie sur elle, un mélange de compassion et de curiosité malsaine. Elle plia le journal d'un geste sec, se leva sans un mot et sortit prendre l'air dans le petit jardin du foyer. L'air glacial lui brûla les poumons, mais n'arrivait pas à éteindre le feu de l'humiliation qui la consumait de l'intérieur. Elle sentit une présence douce à ses côtés. C'était René, qui avait enfilé un vieux gilet de laine par-dessus sa robe de chambre. « Ne les laisse pas te voler ça », dit simplement la vieille dame, son regard fixé sur l'horizon gris. « Me voler quoi, René? Il n'y a rien à voler. Ce ne sont que des mensonges, » murmura Camille, sa voix brisée. « Je ne parle pas de la vérité. Ça, ils ne peuvent pas te l'apprendre. Je parle de ta joie. Tu étais si heureuse ces derniers jours. Ne laisse pas la boue de leur monde éteindre ta lumière. » Mais il était trop tard. La boue l'avait déjà éclaboussée, et elle sentait qu'elle ne pourrait jamais s'en laver complètement. Elle attendit la fin de sa journée de travail, le cœur battant d'une colère sourde. Une fois rentrée chez elle, dans le silence de son appartement, elle appela Julien. Il répondit dès la première sonnerie. « J'ai vu », dit-il avant même qu'elles aient pu parler. Sa voix était dure, métallique. « Camille, je suis en train de faire un scandale à mon service de communication. Nous allons faire un démenti, les attaquer en justice pour diffamation. Et ça servira à quoi ?» le coupa-t-elle, sa propre voix tremblante mais froide. « L'article est sorti, des milliers de gens l'ont lu. Mes collègues, mes voisins, ma famille bientôt, le mal est fait. Ce n'est plus un blog, Julien, c'est partout. Je sais. Crois-moi, je suis furieux et malade pour toi. » Il y eut un silence. Camille entendait des voix feutrées en arrière-plan. Il n'était pas seul. « La question n'est pas de savoir si tu es furieux, Julien, » dit-elle, essayant de maîtriser le tremblement dans sa voix. « La question est, que vas-tu faire? Pas tes avocats, pas tes communicants. Toi. » Elle attendait quelque chose de simple, une déclaration, une prise de position claire, qu'il dise publiquement que ce projet était le sien, qu'elle était sa partenaire, que leur relation, quelle qu'elle soit, était basée sur le respect et non sur le calcul. Son hésitation, à l'autre bout du fil, fut plus assourdissante qu'un cri. Elle ne dura qu'une seconde, mais pour Camille, ce fut une éternité. « Camille, je suis en pleine réunion du conseil. C'est justement le sujet.
Les actionnaires sont nerveux. Ils voient ça comme une distraction, une prise de risque personnelle qui pourrait affecter l'image du groupe. Il faut qu'on soit intelligent. Un démenti officiel, frontal, pourrait donner encore plus d'ampleur à l'histoire. Il faut peut-être laisser la tempête passer, gérer ça en interne. Ces mots, le groupe, l'image, la tempête à laisser passer. Il parlait comme un PDG. Il protégeait son entreprise. Et dans ce calcul stratégique, elle n'était qu'un dommage collatéral. Il ne la défendait pas, elle. Il gérait une crise. Le silence qu'elle lui avait demandé de briser, il venait de le remplir de la pire des manières, avec le jargon prudent et glacé du pouvoir. Le silence de Julien face au ragot aurait été une blessure. Mais sa réponse, sa priorisation de l'entreprise sur son intégrité à elle, c'était une trahison. « J'ai compris », dit-elle d'une voix soudainement vide de toute émotion. « Camille, attends. Ne le prends pas comme ça, laisse-moi juste. » Elle raccrocha. Le téléphone glissa de sa main et tomba sans bruit sur le tapis. Elle s'assit sur son canapé et fixa le mur blanc. Ce n'était pas la méchanceté d'un journaliste qui lui faisait le plus mal. C'était la prudence de l'homme qu'elle commençait à aimer. Elle s'était sentie comme son égale pendant quelques semaines merveilleuses. Mais l'article avait rétabli la hiérarchie. Il était le PDG, elle était le risque personnel. Le canyon entre eux n'avait jamais été aussi béant. La nuit qui suivit fut un océan sans sommeil. Chaque mot de l'article, chaque nuance de l'hésitation de Julien tournoyait dans l'esprit de Camille, formant un tourbillon d'amertume et de déception. Ce n'était pas de la colère, non, c'était pire. C'était un sentiment de vide immense, la sensation d'avoir été naïve, d'avoir cru à un conte de fées dont elle aurait dû connaître la morale cynique. Le monde de Julien Dervaux ne se contentait pas de jeter une lumière crue sur les gens. Il les aspirait, les remodelait, les broyait pour en faire des éléments d'une stratégie plus vaste. Elle s'était crue partenaire, elle n'était qu'une variable. Au lever du jour, une clarté glaciale s'était installée en elle, aussi froide et nette que le ciel d'hiver. Sa décision était prise. Elle n'était pas une victime, et elle n'allait pas le devenir. Elle s'était perdue de vue dans le reflet étincelant des tours de la Défense. Il était temps de se retrouver. Elle alluma son vieil ordinateur. Elle ouvrit sa boîte mail et rédigea un message court et formel à l'attention d'Agnès, l'assistante de Julien. Pas à lui directement. C'était une façon de rétablir une distance professionnelle, de signifier que le lien personnel était rompu. « Chère madame, je vous écris pour vous informer de ma décision de me retirer du projet Bagnolet. Je vous remercie de l'opportunité qui m'a été offerte. Veuillez transmettre mes remerciements à toutes les équipes avec qui j'ai eu le plaisir de travailler. Un coursier viendra vous déposer l'intégralité des documents en ma possession d'ici la fin de la journée. Cordialement, Camille Morel. » Elle cliqua sur « Envoyer » avant de se donner le temps de douter. Le geste la libéra d'un poids. Puis, elle imprima sa lettre de démission du contrat de consultante qui la liait à Dervaux Horizon, la signa d'une main ferme et la glissa dans le dossier avec tous les plans et les analyses qu'elle avait accumulés. Elle ferma le grand classeur de son rêve, le nid des petits explorateurs, et le rangea au fond de son placard. Il n'était plus une source d'espoir, mais un rappel douloureux de sa crédulité. Son téléphone se mit à sonner presque immédiatement. Le nom de Julien s'afficha sur l'écran. Elle le regarda vibrer, sonner encore et encore, jusqu'à ce qu'il se taise. Il laissa un message vocal, puis un second. Des SMS s'accumulèrent. « Camille, rappelle-moi, s'il te plaît, on doit parler. N'agis pas sur un coup de tête, je t'en prie, ne fais pas ça. » Elle ignora tout. Chaque message, chaque appel était une tentative de la ramener dans un monde qui venait de lui prouver sa toxicité. Il ne voulait pas parler pour s'excuser en tant qu'homme, il voulait parler pour la raisonner en tant que PDG, pour sauver un projet dans lequel il s'était personnellement investi. Elle faisait la distinction maintenant. Elle se prépara et partit travailler au foyer des Lilas. Mettre son uniforme de travail, ce vêtement simple et fonctionnel, lui fit l'effet de revêtir une armure familière. Ici, elle était Camille, l'aide-soignante, pas la mystérieuse conseillère. Pas d'une stratégie de communication. Ici, ses gestes avaient un sens immédiat, tangible. Quand elle aidait M. Martin à boutonner sa chemise,
La reconnaissance dans son regard était réelle. Quand elle riait à une plaisanterie de Madame Dubois, la joie était pure. C'était sa vérité, c'était son refuge. René l'observa toute la matinée, sans rien dire. Elle voyait bien que quelque chose s'était brisé. Le rayonnement que Camille avait ces dernières semaines s'était éteint, remplacé par une réserve triste et déterminée. Ce n'est que lors de la pause déjeuner, alors que Camille rangeait mécaniquement des tasses dans le placard de la cuisine, que la vieille dame posa une main sur son bras. « Tu as fait ce que tu pensais juste, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle doucement. Camille hocha la tête, sans la regarder, sentant ses yeux s'embuer. « Alors c'est tout ce qui compte. La fierté, ma petite, c'est comme une bonne paire de chaussettes en hiver. Ça ne se voit pas, mais ça te tient chaud quand tout est glacial dehors. » Les jours qui suivirent furent longs et gris, à l'image du ciel de Paris. Camille se plongea dans son travail avec une ardeur nouvelle, acceptant des heures supplémentaires, s'investissant dans les moindres tâches pour ne pas laisser de place à la pensée. Le soir, elle était si épuisée qu'elle s'endormait sans même avoir le temps de ressasser. Le téléphone avait cessé de sonner. Le silence de Julien était, d'une certaine manière, un soulagement. Il avait dû comprendre. Ou peut-être était-il déjà passé à autre chose, absorbé par le prochain contrat à 1 milliard de dollars. L'anomalie Camille Morel dans sa vie de PDG était probablement déjà classée, archivée. Une semaine plus tard, en triant le courrier, la directrice du foyer l'interpella. « Camille, j'ai une drôle de chose pour toi. Ça vient d'un cabinet d'avocats. » Le cœur de Camille se serra. Une mise en demeure pour rupture de contrat. Elle prit l'enveloppe épaisse aux lettres gaufrées. Elle ne l'ouvrit pas tout de suite. Elle attendit d'être seule dans la salle de repos, ses mains tremblantes. À l'intérieur, aucun jargon juridique, juste une lettre sur papier à en-tête d'une fondation dont elle n'avait jamais entendu parler. La Fondation Alouette. La lettre était succincte. Elle lui annonçait l'octroi d'une subvention exceptionnelle à hauteur de... La somme était écrite en chiffres et en toutes lettres. Camille dut la relire 3 fois pour y croire. C'était le montant exact dont elle avait besoin pour l'acquisition et la rénovation complète de la petite bâtisse de Bagnolet, selon le devis final qu'avaient établi les équipes de Julien. La lettre précisait que la fondation avait été récemment créée par un donateur anonyme souhaitant soutenir des projets éducatifs innovants en Île-de-France et que le projet « Le Nid des petits explorateurs », soumis par un tiers, avait été retenu à l'unanimité par le comité de sélection inaugural. Il n'y avait aucune mention de Dervaux Horizon, aucun lien avec Julien. C'était un acte anonyme, officiel, irréprochable. Camille s'assit, la lettre froissée dans sa main. Un donateur anonyme? Elle n'était pas dupe, c'était lui, mais la manière, c'était tout sauf une tentative de la racheter. C'était un acte de respect. Il ne lui avait pas donné l'argent à elle, il avait créé une structure indépendante, légitime, et avait fait en sorte que son projet soit validé par d'autres, sur sa propre valeur. Il lui donnait les moyens sans rien lui imposer, sans lui demander de revenir, sans se réapproprier le projet. Il s'était effacé pour que son rêve à elle puisse exister, seul, pur de tout lien avec son monde. C'était une excuse, c'était un adieu, c'était, à sa manière, la déclaration qu'elle avait attendue et qu'il n'avait pas pu faire au téléphone. Une déclaration silencieuse, faite d'actes et non de mots. Une seule larme chaude et lente roula sur sa joue et tomba sur le papier. Ce n'était pas une larme de tristesse. Ce n'était pas non plus une larme de joie. C'était une larme complexe, tissée de gratitude, de regret et de la prise de conscience douloureuse et magnifique que même s'ils ne pouvaient pas être ensemble, il l'avait réellement vue. Il l'avait comprise jusqu'au bout. Les semaines qui suivirent furent une course contre le temps, une symphonie de marteaux-piqueurs, de ponceuses et de conversations animées. La lettre de la Fondation Alouette n'était pas restée longtemps froissée dans la main de Camille. Elle était devenue son sésame, son mandat. Le lendemain matin, elle avait appelé le cabinet de notaire mentionné en bas de la page et le mécanisme s'était enclenché avec une efficacité qu'elle connaissait désormais.
Elle quitta son poste au foyer des Lilas, non sans un pincement au cœur, et une petite fête d'adieu organisée par les résidents, où les larmes de René Dubois et l'étreinte digne de M. Martin furent sa plus belle récompense. « Va construire des nids, ma petite !» lui avait soufflé la vieille dame. « C'est ce pourquoi tu es faite. » Désormais, ces journées commençaient et s'achevaient au 12, rue des Mûriers à Bagnolet, devant le bâtiment qui n'était plus une ruine, mais une promesse. Les premières semaines furent consacrées à la bureaucratie, aux signatures, au permis de construire. Elle affronta les services d'urbanisme, les commissions de sécurité, armée non plus de la puissance de Dervaux Horizon, mais de la solidité d'un dossier que, grâce à eux, elle maîtrisait sur le bout des doigts. Elle découvrit en elle une force qu'elle ne soupçonnait pas, une capacité à argumenter, à négocier, à défendre chaque mètre carré de son rêve. Elle n'était plus dans l'ombre de personne. Le projet était le sien, et elle en était la seule et unique gardienne. Puis les travaux commencèrent. La première fois qu'elle vit les murs de parpaing qui condamnaient les fenêtres du rez-de-chaussée tomber sous les coups de masse, libérant un flot de lumière poussiéreuse, elle sentit une joie féroce et pure l'envahir. Chaque jour apportait sa transformation. Les vieilles cloisons abattues révélaient le vaste volume qu'elle avait imaginé. Le toit fut réparé, les murs décrépits furent décapés, puis recouverts d'un enduit blanc et frais qui semblait boire la lumière. Les nouvelles fenêtres, immenses, furent posées, transformant le sombre atelier en une cathédrale de clarté. Camille était sur le chantier tous les jours, vêtue d'un vieux jean et d'un sweat à capuche, le visage souvent maculé de poussière. Elle ne se contentait pas de superviser. Elle apprenait. Elle posait des questions aux ouvriers, aux chefs de chantier, à l'électricien. Elle participait, retroussant ses manches pour aider à poncer un mur ou à déblayer des gravats. Elle voulait sentir la transformation du lieu dans ses muscles, dans sa fatigue. Elle s'appropriait chaque brique, chaque parcelle de plâtre. Les ouvriers, d'abord amusés par cette directrice atypique, développèrent pour elle un immense respect. Elle n'était pas une cliente, elle était l'âme du lieu. La petite cour, à l'arrière, fut son projet personnel. Pendant que les artisans s'activaient à l'intérieur, elle passa des week-ends entiers, aidée par quelques amis et même des futurs parents du quartier qui avaient entendu parler du projet, à désherber, à retourner la terre, à construire de ses mains les bacs en bois qui accueilleraient le potager pédagogique. En plantant les premières graines de radis et de laitue, elle eut une pensée pour Julien. Elle se rappela son regard lorsqu'elle lui avait décrit cette cour. Il avait cru en sa vision, même envahi par les ronces. Son geste anonyme lui avait permis de rendre cette vision tangible. La gratitude qu'elle ressentait pour lui n'était plus mêlée de douleur, mais d'une sorte de reconnaissance sereine et lointaine. Ils avaient partagé un chemin, et même si ce chemin avait bifurqué, l'empreinte de ses pas restait là, à l'origine de tout. L'hiver laissa place à un printemps précoce. L'intérieur de l'école prit forme. Les couleurs qu'elle avait choisies recouvraient les murs, un bleu ciel apaisant pour la salle de sieste, un jaune soleil pour la grande salle de vie, un verre d'eau pour le coin lecture. Les petits meubles, commandés avec soin, arrivèrent, et elle passa des heures à les monter elle-même. Les petites chaises, les tables basses, les étagères à hauteur d'enfant. Chaque objet installé était une victoire. Un pas de plus vers l'ouverture. La dernière touche fut la porte d'entrée. Elle l'avait imaginée d'un bleu vif et accueillant. Elle la peignit elle-même, un dimanche après-midi ensoleillé. Tandis qu'elle passait la dernière couche de laque, elle recula pour admirer son travail. Le bleu se détachait joyeusement sur la façade de briques nettoyées. Au-dessus, fixée la veille, une simple enseigne en bois clair, le nid des petits explorateurs. C'était fini, c'était réel. Les inscriptions affluaient déjà. Toutes les places avaient été pourvues en moins de 2 semaines, preuve criante du besoin dans le quartier. L'inauguration était prévue pour le samedi suivant. Une petite fête simple, avec les parents, les enfants, les artisans qui avaient travaillé sur le projet, ses amis, René et Paul, qu'une voisine véhiculerait pour l'occasion. Rien d'officiel, pas de presse, pas de discours. Juste un moment de partage pour célébrer le début d'une nouvelle histoire. 2 jours avant l'événement, alors qu'elle rangeait les derniers cartons, le facteur lui remit un petit paquet. Il n'y avait pas d'expéditeur.
À l'intérieur, une simple boîte blanche. Camille l'ouvrit avec une curiosité prudente. Elle contenait un petit carnet à la couverture en cuir souple et un stylo. Rien d'autre. Perplexe, elle le feuilleta. Coincée entre les premières pages, elle trouva une carte. Le papier était du même blanc immaculé que sa carte de visite, celle qu'elle avait jetée depuis longtemps. Mais cette fois, il n'y avait pas de titre, pas de nom de société. Juste une phrase, manuscrite, d'une écriture qu'elle reconnut instantanément. « Merci de m'avoir fait voir le monde avec les bons yeux ». C'était tout. Cette phrase, simple, humble, venait clore leur histoire. C'était sa confession, sa reconnaissance, sa paix offerte. Il n'avait pas simplement financé un projet. Il confirmait qu'elle avait changé quelque chose en lui. Leur échange avait été mutuel. Elle tenait le petit billet dans sa main, un sourire triste et tendre aux lèvres. Il ne serait pas à l'inauguration, elle le savait. C'était mieux ainsi. Son absence était le dernier cadeau qu'il lui faisait, laissant toute la lumière se porter sur elle et son accomplissement. Elle posa la carte sur le bureau de son futur bureau, le cœur en paix, prête à accueillir les rires des enfants. Le jour de l'inauguration se leva sous un ciel d'un bleu insolent, un de ces premiers samedis de printemps où Paris semble se délester d'un seul coup de sa grisaille hivernale. La petite rue des Mûriers, d'ordinaire si tranquille, bourdonnait d'une joyeuse effervescence. Des ballons colorés étaient accrochés au portail en fer fraîchement repeint, et les rires cristallins des premiers enfants invités à découvrir les lieux fusaient depuis la cour intérieure, se mêlant à la musique douce qui s'échappait des portes grandes ouvertes. Camille était au centre de ce tourbillon, mais elle se sentait parfaitement calme, ancrée dans une plénitude qu'elle n'avait jamais ressentie. Elle n'était pas l'organisatrice stressée d'un événement. Elle était la maîtresse d'une maison qui prenait vie. Vêtue d'une simple robe fleurie, les cheveux lâchés sur les épaules. Elle allait de groupe en groupe, le sourire aux lèvres, accueillant les parents émerveillés, répondant aux questions des voisins curieux, étreignant ses amis venus la soutenir. Elle avait installé René et Paul dans 2 fauteuils confortables à l'ombre d'un jeune cerisier planté au milieu de la cour. Le regard de la vieille dame brillait d'une fierté féroce, tandis que Paul, le visage tourné vers le soleil, écoutait les éclats de voix des enfants avec un bonheur visible. « Ça, ma petite », lui avait-il dit en arrivant, « c'est le plus beau son du monde, le son de l'avenir. » Elle regardait les enfants courir sur l'herbe nouvelle, s'émerveiller devant les petites pousses du potager, se blottir dans le coin lecture avec des albums qu'elle avait choisis un par un. C'était au-delà de tout ce qu'elle avait osé imaginer. Ce n'était plus un plan sur papier, plus un dossier de financement. C'était une réalité vivante, vibrante, pleine de promesses. Le nid des petits explorateurs avait ouvert ses ailes. En cet instant de pur bonheur, Julien n'était qu'un souvenir lointain et doux amer. Elle avait accepté son absence comme une conclusion logique à leur histoire. Son nom n'avait été mentionné nulle part. C'était son projet, sa victoire. Elle se sentait entière, complète, n'ayant besoin de personne pour valider ce qu'elle avait accompli. C'est alors qu'elle le vit. Il se tenait près du portail, légèrement en retrait de l'agitation, comme s'il n'osait pas entrer. Il ne portait ni costume, ni manteau de cachemire, juste un jean simple, un t-shirt blanc et un sac à dos nonchalamment jeté sur une épaule. Il n'y avait ni photographe, ni berline noire aux vitres teintées, juste lui. Et dans ses mains, 2 gobelets de café en carton, fumant. Le cœur de Camille manqua un battement. Une vague d'émotions contradictoires la submergea. La surprise, une pointe de l'ancienne colère, mais aussi et surtout un trouble profond, indéniable. Leurs regards se croisèrent par-dessus les têtes des invités. Il ne souriait pas. Son visage était grave, ses yeux bleus empreints d'une vulnérabilité qu'elle n'avait plus vue depuis le tout premier jour. Il fit un pas timide à l'intérieur, puis un autre, se dirigeant vers elle sans quitter ses yeux des siens. Le bruit de la fête sembla s'estomper autour d'elle, créant un tunnel de silence entre eux deux. Il s'arrêta à 1 mètre d'elle. L'odeur familière du café lui parvint. « Bonjour Camille », dit-il, sa voix à peine plus qu'un murmure. Elle ne répondit pas tout de suite, se contentant de le regarder, cherchant les mots justes ou peut-être simplement la force de parler. « Je sais que je n'ai aucun droit d'être ici », continua-t-il, devinant sa confusion. «
Je ne suis pas venu pour la photo, je ne suis pas venu en tant que PDG, ni même en tant que donateur. Je suis juste venu te voir et te dire quelque chose que j'aurais dû dire il y a longtemps, au lieu de me cacher derrière des avocats et des stratégies. Il fit une pause, avala sa salive, le regard implorant. J'ai été un lâche. Quand cet article est sorti, ma première réaction n'a pas été de te protéger, toi, mais de protéger l'entreprise. C'est un réflexe, un poison que mon père m'a injecté depuis l'enfance. J'ai eu peur, pas pour les actionnaires. J'ai eu peur de ce que tu représentais, quelque chose de vrai, de fragile, et que mon monde risquait de détruire. En hésitant, c'est moi qui ai commencé à le détruire. Je suis désolé, Camille. Je suis profondément désolé, pas pour les conséquences, mais pour le mal que mon silence t'a fait. C'était impardonnable. Son excuse était désarmante de simplicité et de sincérité. Il ne se justifiait pas. Il se mettait à nu. Il n'était pas le titan de la défense. Il était l'homme qui avait oublié son portefeuille, l'homme en quête de quelque chose de vrai. Il était revenu au point de départ. Camille le fixa pendant quelques secondes qui parurent une éternité. Elle voyait l'homme, pas le milliardaire. Elle voyait le regret dans ses yeux, pas le calcul. Elle sentit la dernière écaille de son armure de protection se fissurer et tomber. Elle aurait pu le rejeter. Elle aurait eu toutes les raisons de le faire. Mais en regardant son œuvre, ce lieu né de leur rencontre improbable, elle savait que le pardon était une fondation bien plus solide que la rancœur. Un léger sourire, authentique et un peu espiègle, se dessina sur ses lèvres. Elle fit un pas vers lui. « J'accepte tes excuses, dit-elle doucement. Puis, elle ajouta en désignant les gobelets qu'il tenait toujours, « Mais j'accepte le café aussi, seulement si cette fois, tu n'oublies pas ton portefeuille. » Un immense soulagement balaya le visage de Julien, suivi d'un rire sincère, un rire qui venait du fond du cœur. Il lui tendit un des gobelets. Leurs doigts s'effleurèrent, comme la première fois, mais cette fois, la chaleur était partagée. « Je l'ai sur moi, » répondit-il en souriant, « et je n'ai pas l'intention de l'oublier de sitôt. » Ils restèrent là, un instant, à siroter leur café au milieu du joyeux chaos de la cour. Leurs regards se tournèrent vers les enfants qui jouaient, inconscients du drame silencieux qui venait de trouver sa résolution. L'amour qui avait commencé par un geste singulier et un café offert fleurissait maintenant, non pas comme un conte de fées, mais comme une plante tenace et magnifique, enracinée en terre ferme. Entre deux mondes qui avaient enfin trouvé un terrain d'entente, un but commun, et tout autour d'eux l'avenir riait aux éclats.